de recevoir donc, à la maison de Benjamin, donc le Rav de Louia, donc on connaît puisque c'est un peu un local, un peu, hein, donc il est un peu, il participe aux activités de la maison de Benjamin, il a mené des offices de Kippour ici, et donc là il va nous parler de quelque chose de particulier qui est l'hypnose à visée thérapeutique, bien sûr. L'hypnose thérapeutique. Thérapeutique, voilà. Ouais, merci beaucoup. Shavua Tov, Shavua Tov Mazal Tov. Ce cours-là est dédié des fois chez les mains de tous les cholim du Ham Israël, en particulier ceux qui ont été touchés ce soir pendant Shabbat, et les Elohim Nishmat, Kol HaNiftarim chez l'Ham Israël. Alors, je remercie tout d'abord la communauté, M. Fetaya, le comité, tous ceux qui m'ont accueilli ici. Effectivement, j'ai eu l'occasion de venir ici, ça fait déjà quelques années maintenant, pas en tant que thérapeute, mais en tant que fidèle. Voilà. Et là, donc, c'est la première fois donc, que je viens ici pour faire une conférence sur l'hypnose thérapeutique. Donc, l'hypnose thérapeutique, à ne pas confondre avec l'hypnose de spectacle, vous pouvez vous détendre. Vous n'allez pas vous transformer en kangourou pendant la séance. Tout ira bien. Donc merci à nous pour votre accueil, pour votre disponibilité, puisque dès que j'ai proposé de faire une conférence, tout de suite on m'a dit oui, les choses sont mises en place assez rapidement, même si avant il y a eu le Covid à un moment qui avait bloqué les choses. Dès qu'on a pu le refaire, ça s'est fait dès que possible. Donc merci à nouveau pour votre accueil, aussi bien pour la conférence que pour les Shabbatot, en général, même pour la semaine, les fois où j'ai l'occasion de venir. Donc, on va parler de l'hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique, comme on l'a dit, à ne pas confondre avec l'hypnose de spectacle. L'hypnose thérapeutique, elle s'inscrit dans la famille des thérapies brèves. Dans la famille des thérapies brèves, c'est-à-dire les thérapies rapides. C'est une thérapie rapide, c'est une thérapie qui est là pour résoudre une problématique donnée en général entre 1 et 10 séances par problématique, pour résoudre une problématique. Donc là, on va essayer de répondre à un grand nombre de questions. C'est quoi l'hypnose? D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette... c'est quoi l'historique de l'hypnose? Ça fait combien de temps que ça existe? L'hypnose thérapeutique, c'est quoi? C'est quoi la différence entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle? Quelles sont les différences principales? Est-ce que l'on peut être vraiment sous emprise, sous hypnose? Est-ce que je peux rentrer dans votre tête et deviner ce qu'il y a à l'intérieur ou y faire des modifications ou pas? Toutes sortes de questions. Est-ce que je peux vous endormir en une fraction de seconde? Toutes ces questions-là que dès que je dis que je suis hypnothérapeute, les gens me disent oh là là, ne me regarde pas trop, fais attention. Parce qu'il y a ces peurs-là qui sont là, qui proviennent du fait justement que la plupart de vous ont vu des spectacles d'hypnose à la télé, entre autres Mesmer, qui fait des choses assez impressionnantes avec l'hypnose, mais qui n'ont strictement rien à voir avec l'hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique, ça sert à quoi? Ça sert à énormément de choses. Ça permet d'améliorer déjà son relationnel, ses relations avec les autres. C'est-à-dire que pour avoir des relations plus harmonieuses, on peut utiliser l'hypnose. Vous allez me dire quel rapport entre les deux? Eh bien souvent, souvent on a des conflits avec les autres puisqu'on a en nous des problématiques. On a des choses qu'on n'a pas réglées avec nous-mêmes qui rejaillissent sur les autres. Alors je suis aussi thérapeute de couple là aussi, donc voilà. Donc, ça aussi ça rentre des fois en jeu au cabinet. Mais il peut y avoir deux problèmes majeurs. Soit un problème de communication. Donc il suffit juste là, c'est assez facile. Parce qu'il suffirait de remettre à jour, de faire en sorte que chacun comprenne mieux l'autre. Donc là ça se résout assez facilement. Ou bien, et c'est là que l'hypnose peut grandement aider, de manière générale dans les relations avec les autres, c'est lorsque chacun a ses propres problèmes qui ne sont pas réglés, et donc dès que quelqu'un d'autre lui fait une moindre remarque, ça lui ravive certaines souffrances qu'il a en lui, qui font que après ça va mal se passer. D'accord? Donc l'hypnose permet d'avoir des relations harmonieuses avec les autres assez rapidement. Ça nous permet aussi d'atteindre nos objectifs dans la vie. Ça peut être un objectif personnel. Par exemple, j'ai envie d'être un bon père, une bonne mère, de me sentir bien avec moi-même, d'avoir plus de confiance en soi, plus de confiance en moi, pouvoir faire des conférences, pouvoir faire des choses, pouvoir me développer dans la vie. Donc l'hypnose aide énormément à cela. Il faut savoir que la plupart des thérapies brèves, en l'occurrence ce qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique, sont énormément utilisées en coaching. C'est les outils les plus utilisés en coaching et qui permettent donc d'arriver à atteindre ces objectifs, donc aussi bien personnels que
professionnelle. C'est-à-dire que des fois, les gens peuvent venir en cabinet et ils sont employés depuis des années, ils n'osent pas quitter leur poste. Parce qu'on a peur de se lancer, il y a certains risques, ou bien parce qu'on a toutes sortes de croyances limitantes, comme quand on n'est pas capable de réussir, parce que quand on est petit, on a entendu que tu n'es pas capable, tu n'arriveras pas, etc. Et donc là, à nouveau, l'hypnose permet de débloquer tout ça pour se sentir mieux et donc surmonter tout ça. C'est-à-dire que c'est un outil qui nous permet donc de ne pas être un outil thérapeutique. Ça reste un outil thérapeutique, l'hypnose que l'on utilise. C'est pas magique, on va voir comment ça marche, mais c'est un outil thérapeutique qui nous permet donc de ne pas stagner dans nos relations avec les autres, de ne pas rester bloqué dans certaines situations avec certaines peurs, certaines angoisses, et de ne pas non plus rester stagnant même dans sa situation des fois professionnelle. Alors, la première partie, je vais expliquer ce que c'est que l'hypnose, donc on va répondre à toutes ces questions-là. Il y aura une deuxième partie ensuite de questions-réponses. Donc toutes les gens qui auront des questions, on va essayer d'y répondre. Et puis ensuite, je resterai après la conférence s'il y a des questions qui peuvent prendre plus de temps, ou bien, pour ceux qui ont des choses éventuellement plus privées ou des cas plus peut-être qui ne veulent pas exploser en public, j'ai un numéro de téléphone sur lequel on prend les rendez-vous. Les rendez-vous sont que par téléphone, donc vous m'appelez dessus et je prends avec chacun, je peux prendre sans difficulté 10-15 minutes à chacun, déjà pour voir si la problématique correspond à l'hypnose. Mais déjà, vous en aurez déjà une idée déjà bien plus précise à la fin de la conférence. Donc, combien de temps ça prend? On a dit que c'est assez rapide. C'est assez rapide, l'hypnose. Effectivement, j'ai eu par exemple, pour illustrer ce qu'on vient de dire, alors, toutes les histoires que je vous raconte, c'est des histoires véridiques, mais dont les noms ont été changés. Donc les prénoms ont été changés, certains détails de l'histoire ont été changés, parce qu'il y a un secret professionnel, et donc je ne vais pas venir dire telle personne est venue ou telle personne est venue. Donc cette personne-là, on va l'appeler Jean-Claude, c'est un monsieur de 40 ans, qui avait à peu près la quarantaine, qui était venu au cabinet, puisqu'il avait... Non, pas Jean-Jacques, Jean-Claude. Enfin, c'est pas Jean-Jacques, non, pas confondre. Et il était venu, il avait la quarantaine, il avait un problème de confiance en soi, une sorte de complexe d'infériorité qu'il n'arrivait pas à résoudre depuis des années, puisqu'il avait ça depuis petit, là il avait 40 ans quand il était en séance, et qui fait que ce problème-là faisait qu'il avait des problèmes dans sa vie, aussi bien dans son couple, parce qu'avec sa femme, il n'arrivait pas à s'exprimer, ça la dérangeait, elle lui disait j'ai plusieurs enfants à la maison. Donc, le mari, c'est un enfant de plus pour elle, puisqu'il n'arrivait pas à prendre des décisions. Donc ça crée des conflits dans son couple. Et lui-même me disait que des fois, quand il faisait une erreur, il avait besoin de se cacher comme un enfant. Par exemple, il fumait, il allait fumer en cachette. Après, il disait à sa femme, non, en fait, j'ai trouvé un paquet qui me restait dans la voiture, des choses comme ça. Et puis bon, ça passe pas, quoi. Très vite, ça partait en dispute. Donc c'était le premier problème qu'il devait régler. Et la deuxième chose, c'était au niveau professionnel. Comme il avait un manque de confiance en lui, il était employé et il avait besoin d'être tout le temps présent. Il travaillait dans un travail qui était très prenant. Il avait des horaires pas possibles, il travaillait jusqu'à 11h, minuit, 1h du matin. Et en fait, ça provenait du fait qu'il se dit, si je fais pas ça, ben, je ne vaux rien. Je suis obligé pour me prouver que j'ai une valeur, de faire plus que tout le monde. Et donc on a travaillé sur ça, on a travaillé grâce à l'hypnose. Donc l'hypnose a lui permis de revivre certains événements du passé en les voyant différemment. Et au bout d'environ 4-5 séances, ça s'est énormément amélioré, aussi bien avec sa femme qu'au travail. Il a pu se mettre un cadre, il a pu après commencer à faire du sport, des choses qu'il voulait faire, qu'il n'osait pas faire depuis longtemps, puisqu'il n'avait pas le temps pour ça. Et c'est intéressant parce que pendant la séance, il me décrit que quand il était petit, tout le monde l'appelait l'idiot du village. Donc quand quelqu'un grandit comme ça, avec t'es l'idiot du village, avec cette étiquette comme ça, ben vous imaginez bien qu'en termes de ressources, en termes de confiance en soi, d'estime de soi, c'est pas l'idéal. Donc au bout de quelques séances, 4-5 séances, elle a suffi pour complètement changer. Après, il y a toujours un travail à faire. C'est-à-dire que même une fois qu'on change, maintenant, il faut mettre les choses en place. Et ça peut prendre plus de temps. Mais disons que déjà, il se sent bien avec lui-même. Il a déjà retrouvé une estime de soi. Et après, il va falloir continuer à s'aménager du temps, à prendre du temps avec sa femme, à prendre du temps au travail. Et ça, après, c'est chacun qui a ce travail-là, ce propre travail à faire sur lui-même. Ça, personne ne peut le faire à votre place, dans tous les cas. C'était un premier cas dont je voulais vous parler. Un deuxième cas qui est différent. C'était une jeune fille qui avait à peu près 35 ans, on va l'appeler Sarah, qui était venue suite à un deuil. Donc le deuil de sa mère, elle avait perdu son père petite. Donc après, le seul repère qu'ils avaient, c'était sa mère. Et sa mère est partie de manière subite, hachamichement, suite à une maladie. Donc après ça, cette femme-là, qui était mariée avec des enfants, était complètement effondrée, traumatisée. Elle avait fait 2 ans de psychanalyse,
qu'il avait été. Ces 2 années de psychanalyse lui avaient permis donc de comprendre certaines choses, d'aller un peu mieux, mais elle a senti qu'elle était bloquée au bout d'un moment. Au bout d'un moment, elle sentait qu'elle avait fait le tour de la question, mais que, ok, elle a compris pourquoi elle est triste, elle a compris certaines choses en elle qui lui ont permis d'avancer, mais elle reste bloquée là, avec cette souffrance qui n'a pas été faite. Donc, pareil, en quelques séances, on a pu aller directement dans le fond du problème, et elle a exprimé tout ça. Donc, bien sûr, une fois de plus, ça demande un effort, j'insiste sur un effort de la part du patient de laisser les émotions remonter. C'était assez impressionnant comme émotion, comme pleurs, comme tout ce qui accompagnait tout ça. Mais une fois qu'elle a eu ça, elle a été complètement libérée. Elle était complètement libérée, et il y avait des choses qu'elle n'osait pas faire, des voyages qu'elle n'osait pas organiser, elle sortait presque plus de chez elle. Elle a complètement changé après, suite à ça. En à peu près 5 séances, quelque chose comme ça. Et alors, tout ça grâce à l'hypnose. Pour comprendre d'où ça vient l'hypnose, est-ce que c'est récent, est-ce que c'est pas récent, depuis quand, vous savez, c'est de plus en plus, on en entend de plus en plus parler. Il y a 20 ans par exemple, on n'entendait presque pas parler d'hypnose, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Alors comment ça se fait? D'où est-ce que c'est venu cette hypnose-là? Alors, c'est une thérapie qui est plutôt récente, plus récente que la psychiatrie, plus récente que la psychanalyse, mais qui en soi qui a existé depuis toujours. Ça veut dire qu'il y a toujours eu des transes qui existaient. Ça peut être dans des tribus en Afrique, des transes divinatoires, ou ce qu'on appelle des transes quand la personne est en état hypnotique. Il peut y avoir des transes divinatoires, des transes thérapeutiques aussi. On a retrouvé même un papyrus égyptien où il mentionnait l'hypnose, qui date d'environ 3000 ans. Donc ce sont des pratiques très anciennes. Ce sont des pratiques qui existent depuis, j'allais dire, pratiquement depuis toujours. Maintenant, l'évolution en thérapie telle que c'est aujourd'hui, avec son cadre, avec ses règles, avec ses manières de faire, c'est beaucoup plus récent. Rapidement, quelques dates importantes, et vous allez voir aussi pourquoi c'est intéressant. Il y a une date importante, c'est Mesmer. Mesmer, donc c'est pas le Mesmer qu'on connaît tous aujourd'hui qui fait des spectacles, des shows un peu partout en Europe et aux États-Unis. C'est Mesmer, il s'appelle Frank Mesmer. Il a vécu il y a environ 300 ans, fin du XVIIIe siècle. Et lui, il a découvert ce qu'il appelle le flux universel. C'est quoi le flux universel? Il s'est rendu compte qu'il y avait une sorte d'énergie sur tous les êtres qui existaient, aussi bien animaux qu'humains, même végétaux. Et il arrivait comme ça à guérir les gens, à mettre les gens en sorte de transe hypnotique, en sorte d'hypnose, et à les guérir grâce à cela. Donc c'est les premiers travaux qui ont été faits à ce niveau-là. Mais jusqu'à à peu près cette même époque-là, il faut savoir que même par rapport à la conception qu'on avait des problèmes psychologiques était très primaire. C'est-à-dire que pendant des siècles, quelqu'un qui sentait qu'il y avait des crises d'angoisse, des moments où il ne se sentait pas bien, c'était soit il était possédé par un démon, soit il y a eu de la sorcellerie, soit le mauvais œil, soit ci, soit ça. Toutes sortes de choses qui aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas forcément ça. Qu'il y a des choses peut-être plus rationnelles qui pourraient expliquer tous ces phénomènes-là. Et tenez-vous bien, en France, jusqu'en 1793, les fous étaient mis dans des asiles, ils étaient enchaînés dans des asiles. Jusqu'en 1793, donc c'est assez récent, c'est Philippe Pinel qui les a fait, qui a développé, qui a fait de la psychiatrie une discipline à part entière, et qui a permis aux fous de sortir, d'être hospitalisés comme il se doit, et de ne plus être traités comme des êtres inhumains, comme des créatures à part entière. Donc voilà, donc déjà par rapport à tout ce qui est psychologique, on a pris du temps à se mettre à jour. Et puis l'hypnose, comme on a vu avec Mesmer, ça s'est mis en place. Première thérapie qu'il a fait avec le flux universel, c'était en 1773. Et puis après, il y a eu Charcot, 19e siècle. Charcot qui a vraiment réveillé l'hypnose. Lui, il traitait les hystériques grâce à l'hypnose. Et il faisait vraiment des démonstrations impressionnantes d'hypnose sur des femmes qui étaient hystériques. Et c'est grâce à Charcot qu'on a un certain Reb Shlomo, plus connu sous le nom de Sigmund Freud, qui s'appelait Shlomo Freud, c'est pour ça, qui a pris conscience de l'inconscient et qui a développé l'idée comme quoi on a un conscient et un inconscient, qui sont le conscient, on croit qu'il gère quelque chose, mais en fait, la plupart de nos émotions, de notre manière de réfléchir, de notre manière d'agir sont en fait liées à l'inconscient. C'est Freud qui a développé tout ça au début avec l'hypnose. Au fur et à mesure, il avait beaucoup de mal lui à lui-même pratiquer l'hypnose. Il faut savoir que l'hypnose de l'époque et l'hypnose d'aujourd'hui est très différente. Et au fur et à mesure, donc, il a basculé sur la psychanalyse. Et il continuait quand même quand il faisait de la psychanalyse, à la fin, on a des écrits comme quoi il recommandait certains patients
chez des confrères à lui qui étaient hypnothérapeutes. Donc c'est là, à partir de là, que ça s'est vraiment développé. Mais la psychanalyse a pris le dessus, a quand même pris le dessus. On était, il faut se remettre dans l'époque, hein, on est au XXe siècle, en France et en Allemagne, on est très dans la réflexion, dans la logique, dans l'analyse. On est énormément dans l'analyse. Et donc c'est naturellement la psychanalyse qui a pris le dessus. Et puis après, on arrive là au maître de l'hypnose ericksonienne, donc, qui porte son nom, c'est Milton Erickson, qui est né en 1901, donc c'est 20e siècle, et qui lui va révolutionner complètement l'hypnose thérapeutique. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque de Charcot, on pouvait avoir les pendules, on pouvait avoir toutes sortes d'instruments, comme on peut voir dans des films ou dans des documentaires, qui étaient là pour accompagner les gens à l'hypnose. C'était assez spectaculaire. Erickson, c'est tout le contraire. Tout le contraire, ça veut dire que ça va en douceur, et que ça ne se fait que par la parole. Donc c'est assez pratique d'un côté, c'est-à-dire que j'ai rien besoin, en cabinet il n'y a rien besoin, il n'y a même pas besoin d'un cabinet en soi, on peut faire de l'hypnose n'importe où. Et puis comment il fonctionnait, Milton Erickson? Il arrivait de par la parole à induire au fur et à mesure, accompagner la personne, ce qu'on appelle faire une induction, dans un état de détente, qui était de plus en plus fort, jusqu'à ce que la personne se retrouve complètement détendue, qu'elle se rende compte que, en fait, là, elle se trouve dans un état où elle ne contrôle même pas complètement ce qu'elle est en train de faire. Il y a une fameuse lévitation du bras, ce qu'on appelle le bras qui se lève tout seul, que faisait Milton Erickson. C'était devant un public, hein. Il parlait à un patient. Et puis au fur et à mesure, la patiente de plus en plus ne comprend pas ce qui lui arrive, et au bout d'un moment, elle a son bras qui se lève tout seul. Elle dit maintenant ton bras va se lever, hop, son bras se lève, sans même qu'il y ait eu quelque chose qui soit passé, sans qu'il y ait eu un déclic ou quelque chose comme ça. Donc c'est l'hypnose ericksonienne. On doit beaucoup à Erickson, puisque c'est non seulement le père de l'hypnose ericksonienne, mais toutes les thérapies brèves, comme la PNL et toutes les thérapies d'aujourd'hui, sont basées sur Erickson. Milton Erickson, il est considéré comme étant le père des thérapies brèves. Rapidement, c'est intéressant de comprendre, d'avoir au moins quelques notions sur, quelques idées sur sa vie à lui. Milton Erickson, il est né aux États-Unis, il est en 1901, on a dit, à 17 ans, il attrape une polio. C'est une maladie qui paralysie complètement. À 17 ans, il a eu cette maladie-là, et il est venu d'une famille modeste. Les médecins sont venus le voir, ils ont dit à ses parents, il ne va pas passer la nuit. C'est terminé, il ne passe pas la nuit. Donc lui, il a entendu ça, 17 ans, c'est sa dernière nuit. Il décrit qu'il était devant la fenêtre de sa chambre, il a vu un coucher de soleil. Et donc il s'est dit, il avait un esprit très combatif, il s'est dit, moi je vais surmonter tout ça, je vais vivre. Et il a commencé donc à se faire, sans le savoir, de l'auto-hypnose. Au bout d'un moment, il a oublié tout ce qu'il y avait autour de lui, la table, les chaises, il était vraiment concentré, pris par ce coucher de soleil. Et le lendemain, il était encore vivant. Okay. Non seulement que le lendemain, il était encore vivant, c'est qu'il a encore vécu encore bien longtemps après. Il s'en est sorti au bout d'un moment, mais il était encore paralysé. Il était sur des béquilles. Ce qu'il a fait, il s'est dit, il s'est fixé comme objectif, avec 5 $ en poche, de prendre un canoë et de traverser plusieurs lacs aux États-Unis. Il était en béquille, avec 5 $ en poche comme provision. Et non seulement il a réussi, il est revenu avec ses 5 $ et sans les béquilles. Donc bon, c'était quelqu'un d'assez très exceptionnel, qui avait une volonté hors du commun. Et il a développé pendant toute cette période-là où il était handicapé, parce qu'il était handicapé pendant 2 longs mois, il était sur une chaise roulante, il n'arrivait pas à bouger. Il observait les gens. Il observait sa famille, il observait sa petite sœur qui apprenait à marcher. Il observait les gens autour de lui, comment est-ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'ils parlaient. Et il remarquait qu'il y avait des fois ce qu'on appelle un certain décalage entre la manière dont les gens parlaient et la manière dont ils agissaient. Alors que la thérapie, toute l'hypnose ericksonienne et toutes les thérapies brèves sont beaucoup basées sur le non-verbal. Ce qu'on appelle le non-verbal, ça veut dire sur ce qui ne se dit pas explicitement. Donc c'est comme ça qu'il a développé une acuité sensorielle hors du commun. C'est-à-dire qu'il arrivait il voyait quelqu'un, il arrivait très très vite, rien qu'à sa posture, à sa manière de marcher, à savoir c'était quoi son caractère, c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles. Donc c'est comme ça qu'il a développé l'hypnose. Plus tard, il a réattrapé, à 50 ans, 51 ans, je crois, il a réattrapé la polio une deuxième fois. Et donc à nouveau, il a refait de l'hypnose, ça ne l'a pas complètement sorti d'affaire. Mais il disait par exemple que tous les matins, il avait des douleurs terribles, il était en chaise roulante pendant des années, à la fin de sa vie, mais que grâce à l'auto-hypnose, il prenait tous les matins 1 heure pour s'en sortir, pour pouvoir commencer à fonctionner. Donc il a utilisé lui-même sur lui l'hypnose, c'est pas quelque chose de théorique qu'il a trouvé dans des livres. Il était psychiatre à part ça, il a aussi fait des recherches indépendamment de ça, mais je veux dire que toute cette hypnose ericksonienne, il l'a utilisée sur lui-même, donc c'est le blessé qui guérit finalement, qui guérit les autres.
Donc c'est Milton Erickson, c'est le premier. Il y a une autre, donc c'est ça qu'on voit en thérapie, hein, c'est vraiment l'hypnose ericksonienne. Il y a une autre sorte d'hypnose, à partir de laquelle découlent tous les spectacles d'hypnose, le mesmer actuel et tout ce qui va avec, tout ce qu'on voit à la télé, tout ça, c'est l'hypnose hellmanienne. L'hypnose hellmanienne de David Koppelman. David Koppelman, les deux parents, Rachel et Jacob, aux États-Unis. Donc oui, il est de chez nous. Mais il a raccourci son nom de David Koppelman à Dave Hellman, ce qui fait l'hypnose hellmanienne. L'hypnose hellmanienne, elle enseignait aussi, bien en France qu'aux États-Unis. Et c'est une sorte d'hypnose qui est beaucoup plus directive. Lui, il n'était pas vraiment thérapeute, il était plutôt, c'était à la radio, il parlait beaucoup à la radio et il faisait de l'hypnose, donc c'était l'hypnose directive. C'est à partir de là que sont nés tous les shows d'hypnose et tous les shows hypnotiques. Aujourd'hui, on a entre 20 et 30 sortes d'hypnose différentes, mais disons que la plupart en fait, sont des variantes soit de Milton Erickson, soit de Dave Hellman, soit des fois c'est un mélange des deux, c'est un petit peu mélangé, mais ça reste que finalement ce sont les deux grands courants d'hypnose. C'est quoi l'hypnose? La définition de l'hypnose, on a fait l'historique, c'est quoi l'hypnose finalement? L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. C'est juste ça l'hypnose. La définition de l'hypnose, un état modifié de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous, là vous pouvez regarder les feuilles, on a tous un conscient, le conscient et l'inconscient. D'accord? Le conscient, donc c'est, comme on l'a dit, c'est ce dont on a conscience. On dit moi je sais que c'est pour ça, je sais ça, je fais comme ça, mais on a aussi une partie inconsciente qui en fait est beaucoup plus importante que la partie consciente, que la plupart de nos émotions. Ça peut être des peurs, des angoisses, mais ça peut être aussi des ressources, ça peut être du courage, ça peut être de la force, ça peut être de la joie, ça peut être plein de choses. Tout ça se trouve au niveau inconscient. Il y en a aussi un petit peu inconscient, mais l'essentiel est au niveau inconscient. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une barrière entre les deux. Entre le conscient et l'inconscient, elle est là aussi, la barrière. Et qui fait qu'on n'a pas accès à cette partie-là, cette partie plus profonde de nous-mêmes, cette partie inconsciente. On n'y a pas accès. Et pour pouvoir passer de l'un à l'autre, il y a différentes méthodes, et l'hypnose permet justement d'aller directement de conscient, traverser la barrière et aller à l'inconscient. Donc la personne à ce moment-là se trouve dans un état modifié de conscience. Elle est plus consciente comme d'habitude, elle est dans un état de relaxation où là, il y a beaucoup plus de choses inconscientes qui viennent, qui remontent à la surface. Et donc on peut à ce moment-là travailler sur l'objectif en question. Alors ce serait quoi l'objectif? L'objectif, c'est tout ce qui a un rapport avec l'inconscient. C'est-à-dire tout ce qui est psychologique. Ça peut être, donc on a vu, ça peut être des angoisses, ça peut être un deuil, ça peut être des addictions. Ce qui est très connu, c'est cigarettes et perte de poids. Arrêt du tabac et perte de poids, c'est des grands classiques en hypnose. Moi, je fais un peu moins ça, je suis plus concentré sur tout ce qui est deuil et traumatisme. Je fais beaucoup plus ça. Mais toutes ces catégories-là relèvent de l'hypnose, relèvent de l'hypnothérapie. Il y a ça, il y a aussi confiance en soi, estime de soi, développer une ressource, quelle qu'elle soit. Donc tout ce qui est lié à nos ressources inconscientes, à ce qui est à l'intérieur de nous, psychique. Par contre, ce n'est pas fait pour... On ne peut pas tout faire avec l'hypnose. On ne peut pas traiter un schizophrène avec l'hypnose. Non, c'est pas possible. On ne peut pas traiter un cancer avec l'hypnose. C'est pas possible non plus. D'accord ? Parce que, encore une fois, c'est pas magique, c'est pas de la magie. À partir du moment où on comprend que l'hypnose, c'est c'est un moyen qui nous permet de faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, et donc de travailler dessus, sur toutes ces choses-là inconscientes, on comprend forcément que ça ne va pas guérir un cancer. Ça peut arriver, il peut arriver des fois où, ça peut arriver même souvent, qu'il y a une maladie qui a une cause psychologique. Il peut y avoir, mais ce n'est pas rarement sur des cancers, ça peut être des problèmes de peau qui sont dus à du stress, ça peut être d'autres choses. Là, en travaillant sur la cause, le symptôme va disparaître, ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Donc là, si on travaille sur le sur le psychique, le somatique, c'est-à-dire la réaction du corps à la maladie, va elle aussi disparaître. Mais si quelqu'un se casse le bras, il doit mettre un plâtre. Il ne doit pas consulter un hypnothérapeute, ça ne sert strictement à rien. Okay. C'est pour ça, pareil aussi, quand on parle de cancer, je vous dis que ça ne sert à rien, bien qu'il y ait des fois des histoires assez incroyables, qui ne sont pas médicales, où des gens avaient une raison à ça. Une raison à ça, où des gens ont dit, une personne a eu ce cancer-là après la disparition d'un proche, par exemple. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas garantir, sûr qu'on ne pourra jamais dire que c'est médical, que ça va guérir, mais si on travaille, on peut tenter de travailler sur le deuil, sur la disparition, puisque la maladie termine juste après, et on verra bien ce que ça va faire. On ne peut jamais surtout pas promettre de vivre un cancer avec de l'hypnose, ce serait quelque chose de très grave. D'accord, il y a eu, il y a eu des scandales avec récemment, pas avec l'hypnose, avec la naturopathie, des gens qui promettaient des choses avec des plantes, et qui leur disaient de ne pas prendre des traitements. Donc vraiment, c'est une chose à ne pas faire, au contraire, en hypnothérapie, on accompagne.
On accompagne, quelqu'un, il peut y avoir des gens qui sont suivis en psychiatrie qui viennent nous voir, qui sont sous antidépresseurs, on les accompagne, on ne leur dit pas arrêtez de les prendre. On dit une fois que vous irez mieux, vous repartez voir le psychiatre, et en fonction de ce que vous allez lui dire, lui décidera si vous devez continuer ou pas à prendre ces antidépresseurs. Ça arrive souvent qu'ils n'en prennent plus, mais nous on va jamais commencer à lui dire arrêtez d'en prendre, arrêtez ou prenez-en. On va dire allez voir un psychiatre, et puis comme sa situation s'améliore, ben oui, c'est possible qu'il en ait plus besoin, comme c'est possible des fois quand c'est trop grave, ben, qu'il en ait quand même besoin, malgré l'hypnose. Donc ça on va jamais s'avancer à promettre des choses qui sont en dehors de son cadre. C'est important de bien encadrer les choses. Donc c'est pas fait pour la schizophrénie, c'est pas fait pour toutes les psychoses, pour tous les gens qui ont une vision erronée de la réalité, ben on va pas leur faire de l'hypnose. On ne sait pas comment ils vont réagir quand ils sont inconscients, on ne sait pas ce qu'ils vont voir, déjà comme ça ils voient les choses de manière bizarre, alors on va encore moins les mettre dans ces états-là. Il arrive cependant qu'il y ait des psychiatres qui pratiquent l'hypnose en parallèle. Donc eux peuvent se permettre de prendre des schizophrènes, de prendre des cas comme ça, parce qu'ils savent rattraper si jamais l'hypnose va causer quelque chose chez le patient, ils sauront c'est quoi, ils sauront rattraper ça avec les médicaments. En tout cas, nous, les hypnothérapeutes qui sont hypnothérapeutes ou coachs qui ne sont pas psychiatres, on ne va pas s'aventurer là-dedans. Encore une fois, on peut accompagner quelqu'un qui a une vision saine de la réalité mais qui est dépressif, qui a des angoisses, qui prend des antidépresseurs, on peut l'accompagner, ça peut l'aider énormément, ça peut des fois le sortir complètement de ses problèmes, mais jamais on va prendre un schizophrène ou quelqu'un comme ça, donc on ne sait pas où est-ce que cela va emmener. Voilà. Mais le but essentiel de l'hypnose, c'est un développement personnel, c'est surmonter certains blocages, comme par exemple des gens qui sont bloqués, ça peut être dans les shidoukrim par exemple, des gens qui n'osent pas rencontrer, que ce soit des hommes ou des femmes qui n'osent pas rencontrer, parce qu'ils ont entendu, par exemple quand ils étaient petits, que toi tu vas jamais te marier, t'es un bon à rien, ou inversement, ou parce qu'ils ont connu des déceptions amoureuses, des gens qui ont divorcé, qui ne se remarient pas, toutes sortes de cas qui existent, qui peuvent être traités assez rapidement avec l'hypnose. C'est-à-dire traiter ça permet de travailler sur toutes nos croyances limitantes, en l'occurrence, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de, je ne peux pas, tout ça, et en même temps ça vient renforcer et développer nos ressources intérieures, et donc en même temps ça libère de stress, de l'angoisse, des traumatismes, des addictions, beaucoup d'addictions aussi, des addictions que ce soit, c'est les plus connues, c'est la cigarette et la perte de poids aussi, mais il y a l'alcool, il y a des choses beaucoup plus graves, tout ce qui est addiction au jeu, la drogue aussi, un peu moins, mais aussi la drogue, ça dépend lesquelles, ça dépend lesquelles pour les drogues. Tout ce qui est pornographie, énormément, l'hypnose aide énormément dans ces genres de domaines, dans ces domaines-là. Puis encore d'autres addictions, l'alcool, on en a dit. Toutes ces choses-là sur lesquelles on a eu des effets extrêmement positifs en quelques séances, vraiment quelques séances. Alors qu'une psychanalyse, ça ne sert pas à grand-chose dans ces cas-là. C'est souvent dans ces cas-là que les gens sont bloqués avec la psychanalyse, puisque quelqu'un qui fume, par exemple, pourquoi tu as commencé à fumer? C'est pas parce que ma mère elle m'a dit quand j'étais petit que j'étais comme ci, comme ça. J'ai commencé à fumer à 17 ans parce que tout le monde fumait, et aujourd'hui je me rends compte que j'ai 40, 50 ans et que j'arrive pas à m'en passer. La pornographie aussi, c'est pareil. Alors, pareil, tout ça, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'utiliser ça. Alors, même si on est dans une synagogue, je me permets d'en parler, puisque c'est important que les gens sachent aussi que ça se travaille. Aussi bien pour les gens mariés ou pas, ça ne changerait. Il y a des méthodes qui sont là, et que je pense que aujourd'hui, la chaîne nous a donné ces outils-là qui n'existaient pas il y a quelques dizaines d'années, donc autant les mettre en application. Alors on a vu par rapport au temps de la durée de la thérapie. La durée de la thérapie, c'est combien de temps? On a vu que c'est entre 1 et 10 séances. En général, ça tourne autour de 4-5 séances par problématique, mais on dit 1 et 10 pour être tranquille. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais, en hypnose, plus de 10 séances, pratiquement jamais, plus de 10 séances sur une problématique donnée. Ce qu'il peut y avoir, c'est qu'une fois que la personne elle s'est libérée de son problème, il peut y avoir que maintenant elle a toute sa vie à restructurer. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui pendant des années ne sortait pas de chez elle parce qu'elle avait eu un traumatisme, une fois que c'est traité au bout de quelques séances, il va falloir réorganiser sa vie. Il y a son entourage qui va lui dire mais comment ça se fait que au bout de 3 séances t'es pas sorti alors que pendant 10 ans tu nous as pourri la vie en t'enfermant chez toi. Ils vont pas comprendre, les gens autour risquent de ne pas comprendre. Donc il y a déjà un travail qu'elle doit faire avec son entourage. Il y a elle-même, elle doit se réhabituer à avoir du monde. Mais tout ça, on est déjà sur du coaching, c'est plus de la thérapie, puisque la personne en soi, elle est déjà guérie, elle a plus ses traumatismes, elle a plus ses crises d'angoisse, elle a plus tout ça. C'est juste maintenant de se réhabituer. Ça peut prendre quelques séances supplémentaires, effectivement, mais la thérapie en soi, elle est rapide. Alors, donc on a dit entre 1 et 10 séances, contrairement aux thérapies analytiques qui prennent entre 1 et 10 années, en général.
Des fois plus, des fois ça fait 15 ans que je suis par psy, ça fait 20 ans, ça fait... Mais en général, c'est entre 1 et 10 années. Voilà, c'est variable, c'est très, très, très variable. Quand c'est ultra rapide, ça peut être 6 mois. Des fois, il y a quelque chose qui se passe, une psychanalyse, enfin une psychothérapie de 6 mois, mais c'est très rare. Voilà, c'est entre 1 et 10 ans. Alors que l'hypnose, c'est entre 1 et 10 séances. Alors on peut se demander pourquoi, comment ça se fait qu'il y a cette différence tellement importante de temps de thérapie. Alors, il y a deux différences fondamentales entre les thérapies analytiques et les thérapies brèves, et l'hypnose. Alors, première différence, quand on regarde ici, c'est qu'il y a le conscient et l'inconscient. Okay, ça marche, le principe est le même. C'est-à-dire qu'en hypnose, on est là, en thérapie analytique, en psychanalyse, on parle aussi d'inconscient, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de l'inconscient, mais on va essayer de le faire remonter à la conscience par la parole, par des rapprochements qui sont faits au fur et à mesure. On va laisser émerger ça par toutes sortes d'exercices, d'outils qu'ils ont à leur disposition. Mais pour que ça remonte de là à là, ça peut prendre beaucoup de temps. Des fois ça peut monter, des fois ça peut se bloquer, ça peut aller par là, redescendre, remonter. Ça peut prendre énormément de temps pour arriver éventuellement à le faire remonter. En hypnose, ça marche de manière très différente. En psychanalyse, on a besoin de conscientiser ce qui était inconscient. C'est vraiment le but de la psychanalyse, c'est de conscientiser ce qui était inconscient jusqu'à présent. Alors qu'en hypnose, on n'a pas besoin de conscientiser. On est là, ici il y a un problème, on y va directement. C'est qu'on y va directement sans forcément conscientiser la chose. Ça veut dire que par exemple, personne qui était venu me voir pour une phobie des araignées. Il y a une jeune fille qui était venue pour une phobie des araignées, il y a à peu près 15 ans, elle était à l'école. Quand elle voyait une araignée à l'école, elle tombait dans les pommes, c'est l'infirmerie. Déjà en séance, si on lui montre une photo d'une araignée, elle va nous faire une crise d'angoisse. Donc c'est un moyen très facile aussi pour vérifier à la fin de la séance. On lui montre le téléphone et on voit comment elle réagit au départ, entre le début et la fin de la séance. C'est un moyen assez facile de vérifier ça. Et donc elle était venue, elle m'a dit voilà, donc déjà ça la dérange beaucoup ça, parce que maintenant elle n'ose pas aller dans les toilettes, elle a peur qu'il y ait une araignée et tout ça. Et en plus de ça, d'ici 2-3 semaines, j'ai un camp de vacances avec ma classe dehors, en extérieur. Donc dans les tentes, on peut pas dire interdit aux araignées. Les araignées, ou elles ne savent pas lire, ou elles ne s'écoutent pas, mais en tout cas, elles rentrent quand même à l'intérieur des tentes. Ce qui fait donc qu'elle me dit voilà, j'ai 2-3 semaines pour sortir de là. Alors, encore une fois, je ne dis pas, je vous garantis que dans 2 semaines, vous n'avez plus rien. Je dis voilà, on va faire ce travail-là d'hypnose qui permet d'aller à l'inconscient, de régler le problème, et on verra bien ce que ça va donner. Okay, normalement, il y a plus de 80% de réussite, mais je ne peux jamais dire à quelqu'un, je te garantis que ça va y aller. On sait jamais, chaque personne réagit différemment. Bien que, voilà, encore une fois, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc on a fait quelques séances, je ne sais pas si c'était peut-être 3, 4, 5 séances maximum, et c'était terminé. Elle allait beaucoup mieux, et puis elle a pu aller en vacances. Elle m'a dit, j'aime toujours pas les araignées, j'en ai tué plein pendant les vacances. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je n'étais pas là pour que vous soyez copine avec les araignées. Juste le but, c'était que vous, maintenant, vous vous sentez bien avec ça. Elle a pu en tuer plein, ce qui veut dire que non seulement elle en a plus peur, mais qu'elle peut même les écraser. Donc la phobie était complètement traitée. En psychanalyse, c'est impossible. On ne peut pas voir un psychanalyste et dire voilà, j'ai 2-3 semaines devant moi, j'ai besoin d'une solution d'ici 3 semaines. C'est impossible. Ça aurait pris au moins 6 mois, 1 an, voire beaucoup plus. Voilà. Donc ça, la première différence, c'est ça. On n'a pas besoin de conscientiser. Vous voyez, ce que je disais avec cette petite fille-là, on n'a pas compris d'où ça venait, la phobie. On n'a pas dit c'est parce que tu avais une névrose ou tu avais ça. Non. On a traité la phobie directement de manière inconsciente. C'est-à-dire que quand elle était en état modifié de conscience, elle a pu localiser cette phobie-là de manière imagée. Donc elle avait une image de cette phobie-là qu'elle a travaillée de manière inconsciente. C'est-à-dire que ça peut être, des fois, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir. Elle va dire, moi je suis en train de voir, c'est quoi ta phobie? Quand elle est en état de, elle va dire, moi je suis en train de voir une table là, et elle trempe devant la table. Une table, qui a rapport avec l'araignée, aucun. Mais c'est comme ça que ça se passe, que ça peut se passer. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant pour arranger la table? J'ai besoin de mettre des fleurs sur la table. Ok, mets des fleurs sur la table, tout ça en état d'hypnose. Elle met des fleurs sur la table, comment tu te sens maintenant? Maintenant je me sens bien. Ok, très bien, maintenant tu remontes, tu reviens en état de pleine conscience, et maintenant tu montres une araignée, ça va, tout va bien. C'était quoi la table? Je sais pas. C'était quoi les fleurs? Je sais pas. C'était quoi l'araignée? Je sais pas non plus. C'est qu'on n'a pas besoin de comprendre tout ça. C'est les gens qui veulent tout comprendre, le pourquoi du comment, c'est pas avec l'hypnose qu'ils vont comprendre. Des fois oui, des fois ça arrive que l'inconscient ramène des souvenirs, ça arrive très souvent aussi, mais pas forcément. Ce n'est pas une partie inhérente de la thérapie de comprendre la chose, contrairement à la psychanalyse où c'est de l'analyse. Donc souvent cela arrive que l'on comprenne. Souvent les gens quand ils sont déjà je me suis rappelé de ça, il y avait cette scène-là que j'avais complètement oublié. Ça arrive souvent, mais ce n'est pas obligatoire. C'est une des différences fondamentales. C'est que si on en a besoin, on considère en hypnose que si on en a besoin pour guérir, l'inconscient va l'envoyer. Si on n'a pas besoin de revoir exactement, de comprendre, l'inconscient ne va pas envoyer l'information.
on fait confiance à l'inconscient. C'est vraiment ça l'inconscient du patient. L'hypnose ericksonienne est basée, et là je saute un petit peu sur le rapport avec la Torah, mais c'est sur le principe que chaque personne possède en elle les ressources nécessaires. Ça fait bizarre quand on dit ça, fait un peu secte quand je fais comme ça là. C'est que chacun possède en lui les ressources nécessaires pour effectuer les changements désirés. C'est ça le principe de base de Milton Erickson, c'est ça le principe de l'hypnose et de la PNL. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de rester dans les problèmes pendant des années, non, tu as les ressources pour t'en sortir, donc maintenant on va aller vers la solution. Là j'arrive sur la deuxième différence entre l'hypnose thérapeutique et la psychanalyse, les thérapies analytiques, c'est que eux sont, ce qui est très logique d'ailleurs, les thérapies analytiques sont dit il y a un problème, on va essayer de comprendre le problème. Donc elles sont tournées vers le problème. On comprend le problème, donc ça va mieux aller, on saura quoi faire. Alors qu'en fait, il y a une autre manière de faire, c'est d'aller vers la solution directement. Mais ce que disent un peu les chassidim, ils disent Surmira va Setov, ils disent Surmira à l'aider à Setov. C'est les chassidim, on dit que c'est bien que quand on fait la Torah, il faut s'écarter du mal pour faire le bien. On ne peut pas dire en même temps je fais du bien, en même temps je fais à côté les plus grandes avérotes. C'est vrai. C'est tout à fait vrai qu'on ne peut pas être complètement incohérent, il faut d'abord arrêter de faire du mal, après faire du bien. Mais des fois, les chassidim nous disent, pour aller mieux, il faut faire Surmira à l'aider à Setov. Des fois, quand quelqu'un est dans une situation difficile, qu'il a des problèmes et tout, on ne va pas lui dire, moi non, reste dans tes problèmes, essaie de comprendre. Non. Des fois, la manière de s'en sortir, c'est de commencer à agir, à faire du bien. Et ça nous permet déjà de sortir la tête de l'eau et de voir les choses différemment. Donc, en hypnose, dans toutes les thérapies brèves, c'est leur point commun, c'est qu'ils sont tournés solution. C'est-à-dire que tu as un problème, ok, on ne va pas essayer de comprendre pourquoi tu as ce problème. Qu'est-ce qu'il te faut maintenant pour aller mieux? Et le problème, à la limite, on s'en fiche. C'est pas grave, c'est ce problème-là. La table, tu as une table, ça représentait la phobie. Tu te sentais mal avec la table, c'est pas pourquoi c'est une table. C'est pas de comprendre pourquoi tu as mis une table dans ton inconscient. Non, c'est qu'est-ce qu'elle a besoin cette table pour se sentir mieux. Qu'est-ce qu'elle a besoin pour se sentir mieux? Elle a besoin d'un pot de fleurs. Je sais pas c'est quoi le pot de fleurs, on le met dessus, tu te sens mieux, je me sens mieux, bah, tu remontes. Et maintenant, on prend une araignée, bah, tout va bien. Donc c'est vraiment pour moi la différence fondamentale. Les deux différences fondamentales entre l'hypnothérapie et la psychanalyse, c'est que on n'a pas besoin de conscientiser l'inconscient, on va directement à l'inconscient, déjà, et on ne reste pas dans la compréhension du problème, mais on est tourné vers la solution. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide, c'est pour ça que cette jeune fille-là, elle a pu traiter sa phobie en 2 semaines. Alors, il y a pas mal de questions que, donc, je vous ai dit, qui avaient été posées, qu'on m'a posées, qui sont demandées par tout le monde. C'est est-ce que tout le monde est hypnotisable? Est-ce qu'on peut nous contrôler sous hypnose? Encore plein d'autres questions comme ça. Est-ce qu'on peut m'endormir? Est-ce qu'on peut ne pas se réveiller? Ça aussi, il y a pas mal de ça. Est-ce qu'on peut ne pas se réveiller une fois qu'on est sous hypnose? Donc toutes ces questions-là, je vais vous proposer, on va faire un exercice. Juste avant, à nouveau, je reviens ici, là, avec le conscient et l'inconscient. Je vous ai montré qu'il y a une photo de Milton Erickson et de Dave Hellman. C'est les deux types d'hypnose qui existent aujourd'hui. En France, 90% des cabinets, c'est de l'hypnose ericksonienne. Aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup plus d'hypnose hellmanienne en cabinet. C'est pas l'hypnose de spectacle, mais c'est une hypnose beaucoup plus directive, où il n'y a pas besoin d'une induction en douceur, il va dire au patient, dors, hop, le type il dort, et là il commence à travailler avec l'intention. En France, ils sont plus dans l'analyse, il ne faut pas brusquer le patient, donc ils sont plus sur de l'hypnose ericksonienne. En France, à part ça, ce qui prédomine aujourd'hui, c'est encore la psychologie et la psychanalyse. Aux États-Unis, en Israël et dans beaucoup d'autres pays, c'est beaucoup plus les thérapies brèves, comme l'hypnose, la PNL, et plein d'autres, les mouvements oculaires, qui prédominent sur la psychanalyse, beaucoup plus. Donc c'est-à-dire que la France, elle a encore cette culture-là d'analyse qui est encore présente, qui fait qu'elle n'est pas forcément à jour par rapport à toutes ces techniques-là. Donc, je vais demander, pour répondre à toutes ces questions aussi, là, que je viens d'évoquer, je vais demander à tous de vous lever, si vous voulez bien, quelques instants. Donc, vous allez, comme on l'a dit, c'est pas l'hypnose de spectacle, donc vous allez tous rester conscients. Vous allez tous, ne vous inquiétez pas, personne ne va s'endormir. Ah. Le président, il vit quoi? Tout le monde, pas que le président, tout le monde. Tout le monde se lève. Vous allez juste de laisser une certaine distance les uns vis-à-vis des autres. C'est tout simple, hein, vous allez voir, c'est tout simple. Ça va permettre juste ce ne sera pas une hypnose, ça va juste de goûter un petit peu, de savoir un petit peu à quoi, avoir un petit avant-goût de c'est quoi l'hypnose. Là, ce ne sera pas une hypnose telle qu'on l'a fait en cabinet. Ça permet déjà je peux faire ça des fois à des patients qui viennent qui ne savent pas du tout c'est quoi l'hypnose, pour déjà qu'ils aient une idée de ce que c'est. Alors, ça va. Alors, regardez mes sens les uns les autres, parce que je vais demander de tendre le bras maximum en arrière. Le plus loin possible. Le bras droit, ouais, voilà.
droit dans le gauche, c'est pas grave, ça marche aussi. Le plus possible là, et de retenir, d'aller le plus loin possible, sans avoir mal. Hein, sans avoir mal. Le but, c'est pas de se faire mal, de tourner d'aller le plus loin possible sans avoir mal. Okay, et de voir jusqu'où on peut aller. Okay, vous gardez bien l'angle, là, hop, vous voyez jusqu'où vous allez. Ok, c'est bon. Et vous revenez comme ça. C'était bien? Non, c'est pas fini. Vous revenez là. Maintenant, je vous demande de fermer les yeux quelques instants. Vous avez retenu le point où vous étiez allé. Et d'imaginer que maintenant vous allez 30 cm plus loin. De vraiment bien imaginer et de voir jusqu'où ça va quand on va 30 cm plus loin. Comme ça, en tendant le bras. Hop, en allant plus loin, bien entendu, sans se faire mal, c'est tout à fait confortable. On va au moins 30 cm plus loin. On imagine bien ce mouvement-là, cette dextérité, et jusqu'où ça va comme ça. Voilà, en fermant les yeux. Vous pouvez réouvrir les yeux. Et maintenant, vous le faites à nouveau le plus loin possible. On peut aller plus loin, ouais. Oui, effectivement. On peut aller beaucoup plus loin. Alors, on peut vous rasseoir, ça va, tout le monde est réveillé. Donc, effectivement, on peut aller plus haut. Voilà. Maintenant, vous allez tous sortir votre carte bleue. Vous allez... Alors qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? En fait, c'est un petit exercice qui paraît un exercice d'orientation, mais en fait, c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important? Parce que ça nous permet de nous rendre compte que des choses qu'on croyait pas possibles, c'est-à-dire que je vous fais confiance, je sais comment vous avez fait la première fois, vous avez vraiment essayé d'aller le plus loin possible, eh bien, il suffit des fois d'un petit exercice de visualisation pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Et donc des choses qui des fois paraissent impossibles pendant très longtemps, ça peut être fait pour des choses beaucoup plus importantes, peuvent se révéler comme étant tout à fait possibles. Il suffit déjà de changer sa perception des choses. Donc c'est pareil pour des choses beaucoup plus importantes, comme on a parlé avant, aussi bien dans le relationnel, dans le personnel, dans le professionnel. C'est la première chose que l'on peut voir. Deuxième chose aussi que l'on voit ici, c'est que moi je n'ai pas pris votre bras, je ne vous ai pas tourné. C'est-à-dire que quand on fait de l'hypnose, c'est pareil. C'est pas moi qui arrive, qui rentre dans votre tête, qui vous dit maintenant vous allez faire ci, vous allez faire ça. C'est le même principe, je vous accompagne par la parole, je vous accompagne dans votre démarche. Maintenant c'est à vous de faire la démarche. Si un mec qui ne veut pas tourner le bras, il fait semblant, il veut s'arrêter là alors qu'il peut aller jusque là, ben, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'il n'a pas envie que ça marche. D'accord, mais je ne peux rien y faire. Moi, je sais que ça marche, le truc, ça a fonctionné sur 1000 personnes, il n'y a pas de raison que ça n'a pas fonctionné sur lui. Donc quand on dit d'aller jusque là, après il ferme les yeux, il s'imagine. S'il ne veut pas s'imaginer parce qu'il a peur, ben, il va refaire, il va revenir au même résultat. Par contre, quand on fait comme il faut les choses, ben, forcément ça fonctionne. Donc ça veut dire que finalement c'est entre vos mains à vous, c'est entre les mains du patient. Et ça c'est hyper important de comprendre que quand on va en thérapie ou quand on va faire de l'hypnose, les gens à cause du spectacle croient que allez, sortez-moi ça de la tête, j'ai envie d'arrêter de fumer, vous allez m'aider, faites-moi une séance, après que je vais faire un tour de magie, c'est terminé. Pas du tout. C'est une thérapie, c'est un outil thérapeutique, c'est un outil qui nous permet d'accompagner le patient dans son objectif. Donc on l'accompagne là où il veut, c'est un outil extrêmement puissant, extrêmement rapide comme on l'a vu, mais c'est tout le temps, c'est le patient qui fait les choses. C'est pas moi qui fais, c'est lui qui fait. Moi j'accompagne. Je sais quoi dire pour que la personne elle rentre dans cet état-là, je sais comment l'accompagner quand il y a des fois des traumatismes, des choses douloureuses, où toute seule la personne n'aurait pas pu y aller, je sais comment lui donner les ressources, développer ses ressources, trouver en elle ce qu'elle a besoin pour arriver à son objectif. Mais la personne qui fait les choses, c'est le patient, c'est pas moi. C'est extrêmement important de bien comprendre ça quand on va en thérapie. Ça veut dire allô, oui, j'ai entendu que vous avez fait ça, que vous avez des pouvoirs magiques. Non, je n'ai pas de pouvoirs magiques. Et si, ou bien les gens qui disent oui, écoute, j'aimerais que tu me fasses ça parce que en 2 séances, j'aimerais qu'en 2 séances sortir de ça. Voilà, je ne veux plus fumer en 2 séances. Je dis non, je sais pas combien. Je sais que c'est une thérapie. Bref, 2 séances, je ne peux pas vous dire 2 séances. Ça dépend de toi, ça dépend de combien d'efforts tu vas faire, ça dépend de à quel point tu es prêt à changer. Donc c'est vraiment extrêmement important de comprendre ça. Et troisième chose aussi qui répond à votre question, est-ce qu'on peut rester bloqué en hypnose? Alors, l'hypnose, c'est important de comprendre que c'est un état naturel. C'est qu'en fait, on vit tous des états d'hypnose. On vit tous des états d'hypnose quotidiennement. C'est-à-dire que par exemple, ça a pu vous arriver à tous, ceux qui conduisent en tout cas, de conduire et d'être complètement pris dans ses pensées et je me rends compte que je suis arrivé à destination. J'ai fait un trajet d'une demi-heure, d'une heure, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas par où je suis passé, je ne me rappelle de rien. J'étais en pilotage automatique, j'étais en état modifié de conscience. Je n'étais pas en train de voir chaque chose, de me dire là je vais avancer, là je vais reculer, là il y a le feu rouge, et ça. J'étais complètement ailleurs. Et en même temps mon inconscient, mon conscient, mon inconscient, les deux étaient présents à la fois. Les deux étaient présents, donc j'étais en état hypnotique. Devant un film par exemple, aussi des fois on peut être complètement absorbé par un film. Quelqu'un me parle à côté, je lui réponds. Après j'ai même oublié qu'il m'a parlé, j'ai oublié que je lui ai répondu. Ça peut arriver. C'est un état hypnotique ça aussi. Donc c'est pareil en cabinet, c'est un état où la personne me répond. La personne est présente, en même temps elle est détendue. Et par contre, donc des fois elle se rappelle, des fois elle ne se rappelle pas, ça aussi ça dépend des gens. Ça dépend aussi à quel point la personne se laisse aller rapidement et en profondeur dans un état hypnotique. Mais elle communique avec moi, elle communique avec le thérapeute. Et des fois non seulement ça, des fois c'est nécessaire
de communiquer pour me dire ce qu'elle voit, où elle en est, comment ça se passe pour que je puisse l'accompagner. Donc forcément la personne est consciente. Il y a ça qui est important aussi de comprendre. Et par rapport à est-ce qu'on peut rester bloqué. Donc je dis que c'est un état naturel. De la même manière qu'on ne peut pas rester bloqué dans son rire, quelqu'un qui va dire moi je ne vais pas écouter une blague parce que si je rigole, je ne vais jamais m'arrêter. S'il va m'endormir, quelqu'un je dis voilà, j'ai pas envie d'écouter une histoire avant de dormir parce que si je m'endors avec une histoire, je vais jamais me réveiller. Non, c'est un état naturel, tu vas te réveiller, c'est sûr que tu vas te réveiller, c'est sûr que tu vas arrêter de rigoler. C'est sûr que quelqu'un il éternue, je le fais éternuer, si on fait éternuer quelqu'un, il va pas éternuer toute sa vie. Pareil l'hypnose. L'hypnose, quelqu'un il rentre dans un état d'hypnose, tout seul il va s'en sortir, il va se réveiller tout seul. Forcément. Il se trouve qu'en cabinet, c'est moi qui accompagne aussi de la sortie, j'accompagne aussi dans la sortie de transe, dans la sortie de l'état hypnotique, mais même si j'étais pas là, même si je dis voilà, au revoir, je laisse comme ça, il va peut-être rester 10 minutes, peut-être une heure comme ça, mais au bout d'un moment c'est fini, il ressort. C'est pas possible de rester toute sa vie sous hypnose. Ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Voilà, donc ça c'était par rapport à l'hypnose elle-même. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions par rapport à les questions qu'on avait énoncées au début. J'ai juste maintenant passé sur la partie qu'en pense la Torah. Sur que pense la Torah de l'hypnose. Et après, bien entendu, s'il y a des questions, j'essaierai de répondre au mieux. Alors, d'abord, comment pense la Torah? D'abord, la première question, c'est est-ce qu'il y a un issour, est-ce qu'il y a un interdit de faire de l'hypnose? C'est une question qui a été posée au poskim. Est-ce que c'est interdit d'après la halakha de faire de l'hypnose? Alors, quel serait le problème de faire de l'hypnose par la Torah? Là, ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'hypnose vont dire c'est de la magie. Donc, si on sait ce que c'est de l'hypnose, c'est pas de la magie, donc il n'y a aucun problème. Normalement, il n'y a aucun problème pour ceux qui savent ce que c'est. Maintenant, malgré tout, ça a été demandé à Rav Moshe Feinstein qui a dit qu'on peut le faire à but thérapeutique et à condition que ça soit un juif Yireh Shamayim afin qu'il ne dise pas des choses qui sont contraires à la Torah aux patients. Mais il faut savoir que Rav Moshe Feinstein, il ne parle pas de l'hypnose ericksonienne. Quand on regarde la tchouva dans les mots, on voit bien qu'il dit aussi qu'on ne peut pas le faire n'importe où, on ne peut pas le faire si ce n'est pas pour des raisons thérapeutiques, parce qu'on n'a pas le droit de se ridiculiser devant tout le monde. Donc là, en l'occurrence, ça fait penser directement au spectacle de Mesmer où les gens font le kangourou, et effectivement, une femme religieuse qui se met à faire le kangourou ou à faire du rock devant tout le monde, ça se fait pas, c'est un manque de tsniout, et donc ce serait problématique. En revanche, l'hypnose ericksonienne qu'on fait aujourd'hui n'a rien à voir avec l'hypnose helmanienne. Aux États-Unis, je vous ai dit, c'est beaucoup plus développé l'hypnose helmanienne. En France, c'est l'hypnose ericksonienne, donc où la personne, elle est plus consciente, elle est juste relaxée dans un état de détente. Donc là, à mon avis, ce serait permis d'après tout le monde. L'hypnose ericksonienne, il n'y aurait vraiment aucun problème. C'est la première. Maintenant, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de le faire ou pas? J'aimerais vous dire, si ça peut aider, pourquoi pas? Pourquoi se priver d'outils qui peuvent nous aider dans notre vie si c'est autorisé? Donc déjà, le bon sens voudrait que si ça peut nous aider, on a un devoir, on va pas forcément faire de l'hypnose, on a un devoir de progresser dans la vie. Ça veut dire que ça peut être par l'hypnose ou par d'autres choses, peu importe. Mais le Maharal rapporte que le but de la création de l'homme, c'est la tset minakoar et la poal. C'est-à-dire sortir du potentiel au réel, c'est-à-dire accomplir son propre potentiel. Donc, le but de l'hypnose, c'est exactement ça, c'est que chacun a des ressources en lui qu'il peut développer. Donc si on peut l'utiliser, pourquoi pas? Je ne vois pas le problème. Maintenant, indépendamment de ça, j'ai trouvé un texte du Rav Dessler. Donc Rav Dessler, c'était un des grands maîtres de la pensée juive du XXe siècle. Donc, il est niftar dans les années 50, qui était aussi Mashgiach à Baragetzed, ensuite à New Beach, et qui a parlé du Moussar. Il a écrit toute une série de livres de pensée juive et d'éthique juive, de Moussar et Marshava. Et il y en a un que j'ai trouvé où il parle un petit peu de l'hypnose. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas tout lire parce que je ne sais pas si tout le monde va me suivre. Mais en tout cas, ceux qui veulent le voir dans les mots, ils peuvent le voir en même temps. Moi, je vais rapidement passer dessus et l'expliquer. Donc, il pose la question suivante, comment est-ce que quelqu'un qui est éloigné peut étudier du Moussar, peut étudier de l'éthique juive? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voici qu'on voit clairement aujourd'hui, il était mashgar dans les Yeshivot, donc c'est lui qui s'occupait de faire progresser les jeunes hommes, les Bachurim, les jeunes hommes juifs au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On voit que les gens ne se réveillent plus avec le Moussar, ils lisent des livres, ça leur parle pas. Ils lisent du Moussar, ils lisent des livres d'éthique, les Stadisharim, Mochot Sadikim, mais ça les touche pas plus que ça. Et comment c'est possible?
Il dit il faut savoir ce principe-là, le principe suivant, qui permet d'expliquer énormément de choses. Nous dira Dessler. Il dit Nefesh yeshnam shte prinot, Nefesh habehemit va Nefesh asichlit. Dans le Nefesh, peut-être dans le psychique de l'homme, dans la construction psychique de l'homme, il y a deux parties. Il y a une partie animale et une partie intellectuelle. Maintenant, habehemit, la partie qui est animale, c'est la partie des instincts, qui est une poélette belli hakaratenu. Betat hakarat, c'est ça qui fait référence à l'inconscient, tout ça je l'ai inventé. Il dit que cette partie-là, cette partie animale de notre être, elle agit sans que l'on en soit conscient. Elle est dans notre inconscient. Donc c'est elle, c'est elle qui reçoit des ordres et qui les accomplit. C'est notre partie inconsciente qui reçoit tout ça. Donc il était conscient de cette partie inconsciente. Par exemple, celui qui pense se lever à telle heure, avant de dormir, il dort, il va se réveiller à telle heure. C'est des choses qu'on peut voir tout le temps. Quelqu'un qui a un avion, par exemple, il y a le réveil. Avant le réveil. Oui, avant le réveil. Et des fois, même, il y en a qui sont très précis. Hein. Il y en a même qui sont très précis dans leur retard. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je connais, j'ai pu expérimenter. C'est-à-dire que si on sait qu'on a jusqu'à telle heure pour arriver à un rendez-vous, par exemple le matin, pour arriver à la choule, pour arriver n'importe où, il y a des gens qui, comme ils ne veulent pas se lever trop tôt, ils vont se lever chaque fois à la dernière minute. Mais ça va sans réveil. Hein. C'est-à-dire que ça va être... Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si il sait qu'ils ont jusqu'à 8h moins 5 pour se lever, ils vont se lever à 8h moins 5 tous les matins. Ils vont courir de la même manière tous les matins. Parce que dans leur tête, on n'a pas envie de se lever d'un côté, d'un côté on est obligé, donc ça va être la limite obligatoirement. Donc sans réveil. Hein. Sans réveil, ils sont yéqueux, ils sont précis dans leur retard, si on peut dire. Pourquoi? Parce que c'est de manière inconsciente. Tout ça. Dans l'inconscient, ils ont enregistré, ouais, j'ai envie de me lever parce que je suis obligé, mais pas trop tard non plus. Donc sans réveil, ça marche très bien. Et là, il parle aussi de l'hypnose radicale comme ça. Les hypnotisem, mais ça prime, les hypnotiseurs racontent qui nassou les horot les khad be hypnosa chez la khakar vekach alfe dakot yartom et chemo veoloya le dal archot rejvenot club. Alors ce qu'ils racontent, je sais pas, voilà, faut ça prendre avec des pincettes, ça a pu exister, mais c'est pas quelque chose de courant. Ah oui, ça m'a rappelé une histoire que je vais raconter après. C'est que donc les hypnotiseurs ont raconté qu'ils ont dit à quelqu'un qui avait même du mal à écrire que quand il est dans un état d'hypnose, ils m'ont dit dans tant et tant de minutes, dans 2 heures par exemple, tu vas écrire ton nom sur une feuille et tu vas signer. Okay, le type il savait pas, donc il était en état profond d'hypnose. C'est pas un état de cabinet, un état beaucoup plus profond, un état qu'on fait dans les spectacles ou dans d'autres. Il était beaucoup plus profondément sous hypnose. Il s'est réveillé, il a oublié tout ça. Et effectivement, à l'heure, ils l'ont dit par exemple 2 heures après, à la minute près, hop, il prend un papier, il a écrit dessus. Il ne sait pas pourquoi il écrit ça comme ça, sans comprendre pourquoi. De là, il prouve à Dessler qu'il y a effectivement quelque chose d'inconscient qui est en nous et qu'on n'a même pas conscience que ça agit. Alors, comme ça, à ce point-là, c'est rare, ça peut exister, c'est très rare. Ce qu'on avait fait des fois en formation, ça arrivait pour s'amuser, qu'on faisait de l'hypnose plus profonde, ce qu'on fait en cabinet. Et par exemple, quelqu'un fumait une cigarette, quelqu'un qui fumait, on lui disait, cette cigarette-là, quand tu vas aller dehors à la fumer, elle va avoir un goût dégueulasse. Il avait oublié ça, il ressortait dehors, il prenait sa clope et il n'aimait pas. Donc nous, on était autour, on le regardait, et lui, il ne savait pas pourquoi. Il avec la cigarette, il faisait comme ça, il essayait plusieurs fois, il sentait qu'il y avait un truc qui le dérangeait. Donc ça peut arriver, mais encore une fois, c'est sur du court terme, ça. Sur du long terme, ça passera pas, mais tout ça pour montrer qu'on a ce côté inconscient-là qui est là, et dont on ne sait même pas qu'il est présent. Mais c'est pareil, là c'est pour un exemple un peu banal, quoi, de cigarette ou d'écrire quelque chose. Mais c'est pareil s'il y a une blessure émotionnelle, s'il y a un ego, s'il y a toutes sortes de choses, on ne sait même pas pourquoi on réagit. Des fois on s'énerve sur un truc, on ne sait pas pourquoi. Ça peut nous arriver à tous de dire ça c'est plus fort que moi, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, je ne comprends pas pourquoi j'ai réagi de manière excessive, c'est pas moi, mais cet événement-là, cette chose-là, ce point-là, ça me met hors de moi, sans comprendre pourquoi. Alors que je sais que c'est pas logique, je sais que c'est pas bien, quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est au niveau inconscient que ça se passe. De la manière que pour la petite fille, ça sert à rien de lui dire, écoute, les araignées, c'est pas dangereux en fait. Elle le sait très bien qu'une petite araignée comme ça va pas la manger, elle le sait. Ça sert à rien de lui répéter 1000 fois, t'as qu'à faire des efforts. Effectivement, des fois c'est juste un manque d'effort. Mais quand c'est une phobie, qu'on voit qu'il y a une réaction disproportionnée de la part du patient, et que le patient, par ailleurs, il fait des efforts dans tout le reste de sa vie, il n'y a que les araignées, il n'est pas fou pour se dire juste c'est des araignées, je fais pas d'efforts et je crois que ça va manger l'araignée. Non, c'est juste que c'est quelque chose au niveau inconscient. Donc ça sert à rien de culpabiliser la personne en lui disant t'as qu'à faire des efforts, t'as qu'à te prendre en main, t'as qu'à être courageuse. Ça sert strictement à rien puisque c'est au niveau inconscient que ça se passe. Donc comment on fait? Cela dit que finalement, si le moussard c'est fait pour travailler sur cette partie inconsciente, comment en lisant quelque chose de manière consciente, ça va toucher notre inconscient? De la même manière qu'on dit à la petite fille, ça sert à rien d'avoir peur des araignées, ou des chiens, ou d'autres choses. Il y a de tout, hein. Ça peut être les ascenseurs, il y a vraiment de tout dans ces trucs-là. Dans tout ce qui est phobie, tout existe, hein. Il y a vraiment tout qui existe. Il y a même des phobies
on peut être surpris par, on ne sait pas que ça existe en fait. Quelqu'un peut avoir peur des micros, phobie des micros, phobie de n'importe quoi en fait. Tout existe, c'est beaucoup plus rare, mais voilà, tout existe. Et donc, comment en parlant à quelqu'un de manière consciente, si le moussard se fait pour changer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, comment en lisant un livre, on va pouvoir le changer? C'est ce que demande Rav Dessler. Comment on va pouvoir changer ça? En gros, c'est la question de comment, de la manière qu'avec la petite fille, en lui disant t'as pas de raison d'avoir peur de l'araignée, ça sert à rien. Comment est-ce qu'en disant à quelqu'un t'as pas de raison de t'énerver, ça va servir à quelque chose, vu que il le sait ça qu'il a pas besoin de s'énerver. C'est juste au niveau inconscient que ça se trouve tout ça. Donc il répond comme ça. L'if'ol al tata akara et shab bekamapanim. Travailler, agir sur l'inconscient, c'est possible de différentes manières. Mais, omnam, un des moyens les plus efficaces, c'est l'ishtamesh bitsiyurim. C'est d'utiliser des images, des représentations. Qui marchevet tsiyurim mifuratim, magiet et tatakara ou poelet shama arbe. Parce que le fait d'utiliser des représentations, et on utilise beaucoup ça en coaching, grâce à l'hypnose, que la personne elle va se représenter une situation, donner une situation où elle a du mal, elle va se la représenter et la vivre différemment, parce que ce dont elle a l'habitude de vivre, ça va lui permettre donc de changer sa perception des choses. Voilà, donc en gros c'est ça, il te dit que c'est pour ça que les grands Baalei Moussar, les grands maîtres du Moussar, de l'éthique juive, ils utilisaient souvent des représentations pour expliquer certaines choses. Par exemple, il dit que Yom Hadin, quand on parle de Rosh Hashanah, du Yom Hadin, du jour du jugement, on dit qu'on va tous passer comme on passe chacun devant Hachem, comme des moutons, comme les uns devant les autres, et chacun passe séparément. Il y a des images, des métaphores qui sont données par Chazal, par nos maîtres, pour que justement on s'imagine que chacun passe devant Kadosh Baruch Hu. Chacun est en train de passer devant lui. Pareil, il y a une histoire très connue sur le Chafetz Chaim, qu'une fois il était enfermé dans une pièce, il parlait à quelqu'un, et il lui disait, il parlait de manière très dure à quelqu'un, il lui disait, tu dois encore faire des efforts, tu dois regarder ce que ça fait comme les autres, ce que tu as fait comme Avirot, t'es Benoni là, t'es moyen, donc tu dois te reprendre pour pouvoir bien passer le jugement. Les élèves qui étaient autour, ils ont regardé, ils ont vu qu'il n'y avait personne dans la pièce. Ils se parlaient à lui-même, ils s'imaginaient devant le Beit Din Shelma, là, devant le Beit Din, le tribunal céleste, en train de passer le jugement, et donc il s'imaginait ce qu'il était en train de lui arriver, il le vivait réellement. Le fait de le vivre réellement, alors tout ça c'est très compliqué, hein. C'est de l'auto-hypnose, ça existe, c'est faisable, hein. Ça existe l'auto-hypnose, mais ça reste compliqué, surtout s'il y a des émotions fortes qui accompagnent la personne, là elle aura tendance à revenir, elle a besoin d'être accompagnée. Mais c'est faisable, ça reste faisable. En tout cas voilà, les maîtres du Moussar avaient cette force-là de s'imaginer complètement en situation, et donc ils vivaient vraiment le moment présent comme si c'était déjà devant Kadosh Baruch Hu. Ça, Shiviti Hashem Tamid, c'est aussi de se représenter le nom d'Hachem tout le temps en face de soi, ce qui permet donc de ressentir tout le temps la présence d'Akadosh Baruch Hu. On ne dit pas que tu dois juste tu dois juste la ressentir. On te dit d'imaginer le nom d'Hachem, ça ramène dans le Mishnah Berurah ou dans le Biur Halacha, sur le premier siman du Shulchan Aruch, de représenter le nom d'Hachem, les lettres Yud et Yud Ke Vav Ke devant soi pour ressentir tout le temps la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pour conclure tout ça, voilà, l'hypnose, ça reste un outil thérapeutique extrêmement intéressant, extrêmement puissant, qui a fait ses preuves, qui fait ses preuves quotidiennement. Donc, il faut savoir que ce n'est pas de la magie. Et il y a aussi une dernière chose, un dernier point qui est important pour le patient, c'est de savoir aussi que quand on fait des efforts, il faut être prêt à faire les efforts. Il faut être prêt à ce qu'on appelle à sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on a tous une zone de confort, c'est qu'on est bien avec notre situation. Même si on souffre, des fois on préfère souffrir que de changer. Parce qu'au moins quand on souffre, on sait ce qu'il y a, on sait ce que c'est, on sait comment on est, on sait ce qui se passe, on maîtrise quelque part la situation. Alors que quand on change complètement, quelqu'un qui avait un traumatisme, ça fait 20 ans qu'il est chez lui, au moins il sait, je suis chez moi, je souffre, mais je suis chez moi. Je sais que j'ai pas besoin de sortir, pas besoin de rencontrer X et Y dehors, j'ai rien besoin de faire, je suis chez moi, et donc j'ai une certaine zone de confort. Même si j'ai quelque chose qui me fait mal, quand je me suis habitué à ce mal-être, quelque part je suis rassuré par ça. Alors quand on vient en thérapie, il faut être prêt à sortir de ce qu'on appelle cette zone de confort, pour pouvoir aller plus loin, parce que si on vient pour s'en sortir sans vouloir s'en sortir, on risque de se faire un auto-sabotage du travail. Donc c'est vraiment important, on travaille sur ça aussi au cabinet, quand on vient en séance, de dire maintenant j'ai envie d'en sortir, j'ai envie de changer, j'ai réellement envie de changer, et si on veut vraiment changer, là, effectivement, l'hypnose et les thérapies brèves en général peuvent marcher et nous accompagner extrêmement vite, extrêmement en profondeur pour effectuer un maximum de changements. Et je nous souhaite à tous, à nous tous, d'évoluer, en tout cas d'évoluer, que ce soit avec l'hypnose ou différemment, chacun a ses propres manières, mais d'évoluer de plus en plus, puisque c'est finalement le but
de chaque être humain, encore plus de chaque juif, d'évoluer quotidiennement. Donc, il reste qu'on arrive comme ça à évoluer tout à chacun. Si, voilà, donc ce sera bon pour aujourd'hui. S'il y a des questions, si vous avez des questions, ben je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Oui. Comment vous vous positionnez par rapport justement à tout ce qui est traitement de psychothérapie classique? Est-ce qu'il y a des cas qu'on ne peut traiter que par l'hypnose, d'autres qu'on peut traiter plutôt que par la psychothérapie? Est-ce qu'il y a des cas intermédiaires? Comment vous positionnez par rapport à ça? Ouais. Alors, comment se positionner, nous en tant que thérapeute, quand il y a des gens qui viennent, est-ce qu'on va leur dire par exemple là allez voir un psychanalyste, ou inversement, parce que la psychanalyste va nous dire allez voir un hypnothérapeute? Alors, après c'est peut-être pas très sympa comme réponse, mais j'ai beaucoup de recommandations de psychanalystes qui m'envoient des gens. Parce qu'il y a des cas, par exemple les addictions, qui sont très vite bloquées. Par contre, moi j'ai rarement envoyé chez des psychanalystes. Ça peut arriver, dans des cas où je recommanderais peut-être un psychanalyste, si quelqu'un il a envie de tout comprendre. Si quelqu'un me dit j'ai envie de tout comprendre, je sens que j'ai besoin de comprendre, je peux lui dire écoute, on peut faire quelques séances d'hypnose, peut-être que ton inconscient va t'envoyer des messages qui vont te permettre de comprendre des choses, peut-être pas, peut-être que ça va rester dans la métaphore, je ne sais pas à l'avance, ça dépend de chacun. Une fois que ces séances sont faites, si tu as eu tes réponses, tant mieux. Si tu n'as pas eu tes réponses, moi je ne peux pas donner de réponse. Je ne peux pas te donner de réponse. Des fois l'inconscient il envoie, des fois il n'envoie pas. Là il va falloir faire tout un travail beaucoup plus long analytique. Et donc dans ce cas-là, effectivement, si tu as vraiment envie de comprendre à tout prix des choses et que tu as du temps pour comprendre, va voir un psychanalyste, effectivement. Donc dans le traitement, en fait, a priori, l'hypnose... Ça traite les mêmes problématiques. Tout ce qui a trait au psychique peut se traiter aussi par l'hypnose, par les thérapies brèves aussi bien que par la psychanalyse. Donc ça traite les mêmes problématiques. Quoi. Ça traite les mêmes problématiques. Pour l'échelle de temps... L'échelle de temps n'a rien à voir. Non mais justement, si tout peut se traiter par l'hypnose... Alors oui, mais en fait, effectivement... c'est un psychothérapeute, quoi. À quoi c'est un psychothérapeute? C'est une bonne question. C'est une bonne question, je pense que même... Ça, je veux pas... par exemple, je vous avais parlé d'une dame qui était venue voir pour un deuil de sa mère. Elle avait fait 2 ans de psychanalyse avant, elle sentait qu'elle était bloquée. Mais elle m'a dit qu'elle n'était pas prête de venir avant. Il y a des gens pour qui c'est trop fort d'aller directement à un traumatisme, des gens qui ne sont pas prêts du tout de l'aborder. En hypnose, on l'aborde le truc, on est là pour ça. Sinon on ne vient pas en hypnose, sinon on vient, je peux te faire de la détente, je peux faire de la relaxation en hypnose, mais tu n'es pas pour une thérapie. C'est une thérapie brève. Donc quand on vient pour une thérapie brève, il faut aussi être prêt psychologiquement à rentrer dans le sujet, quoi, et à laisser ses émotions ressortir. Donc c'est déjà ça, c'est une première chose. Puis à part ça, des fois, il y a des gens qui ont besoin juste de parler. Des gens qui ont besoin juste de parler, de s'exprimer. Alors, ils peuvent le faire aussi avec un hypnothérapeute. J'ai pas des gens qui viennent que pour... Enfin, qui était venue, une personne qui était venue, elle était au bord du burn-out. Elle s'est mise à pleurer pendant 3 quarts d'heure. La séance a duré 1 heure, la séance, 3 quarts d'heure. J'ai pas fait d'hypnose. Et puis il m'a revu 1 an après, il m'a dit, bon, elle fait l'hypnose de l'année dernière, elle m'a vraiment beaucoup aidé. Voilà, j'avais pas fait d'hypnose, j'avais juste besoin de parler en fait. Donc, par contre, ce qui est vrai, c'est que les psychanalyses, ils ont une méthode que l'on n'a pas dans la manière de faire parler la personne. C'est-à-dire que si pour arriver à faire des liens, ils vont poser toutes sortes de questions que nous, on ne va pas poser forcément. Donc si une personne elle a besoin de beaucoup parler et qu'elle veut aussi comprendre des choses de par des liens, de par toutes sortes de méthodes, et donc elle a du temps devant elle et qu'elle est là pour parler, eh bien elle peut aller voir un psychanalyste. Un psychanalyste. Et ça peut aussi être le cas pour, par exemple, des gens qui sont dans une situation compliquée. Donc il n'y a pas un problème à régler, c'est la situation qui est difficile. Donc il n'y a rien qui change réellement. Et ils sont quelque part bloqués dans leur situation, ils peuvent en sortir, mais ça demanderait de divorcer, ça demanderait de déménager, ça demanderait plein de choses trop compliquées. Donc je ne sais pas si on peut dire ils sont bloqués, en tout cas ils ont fait le choix de rester dans cette situation. Maintenant, c'est très pesant pour eux. Des gens qui ont un enfant malade, toutes sortes de choses. Alors on peut travailler avec l'hypnose sur retravailler la perception des choses. Et donc voir les choses de manière beaucoup plus constructive, beaucoup plus positive. C'est une manière de faire, mais les gens pour qui ça ne leur parle pas, ils disent non, moi je vais mal et tu n'as rien à me dire, moi j'ai envie de voir les choses comme ça, j'ai juste envie de parler. Je trouve que c'est dommage, mais il y a des gens qui, ok, c'est leur droit de dire j'ai juste envie de déposer mes problèmes, de lâcher tout ce qu'il y a en moi. Donc j'ai besoin de parler, donc souvent ça arrive, ils vont en psychanalyse, ils sont suivis par psychanalyse pendant 10-15 ans, mais ils ont conscience que ce n'est pas réellement une thérapie, ça leur permet de soulager leur douleur. Ça aussi, ça peut être une orientation vers plus vers un psychanalyste. J'ai eu ça aussi pour une thérapie de couple, où les gens, où la femme en l'occurrence n'avait pas vraiment envie, il n'y avait pas de réel, enfin la femme, le couple n'avait pas envie
d'arranger vraiment. Et la femme m'appelait toujours, me dire, vous savez, il m'a fait ça mon mari, il m'a fait ça mon mari, il m'a fait ça mon mari. Je dis, écoutez, moi je suis un thérapeute, je suis pas là pour ça. Là, il y a des numéros pour ça. Il y a des gens qui sont là pour ça. Les psychanalystes, vous pouvez leur parler toutes les semaines, un psychologue va toutes les semaines. Si vous trouvez à trouver quelqu'un qui est pris en charge, parce que la thérapie, ça fait partie des thérapies brèves, donc il n'y aura pas une prise en charge constante par un forfait à l'année ou des petits trucs, il sera beaucoup moins pris en charge que quelqu'un qui a une bonne mutuelle pour un psychologue, par exemple. Là, la psychologie, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, mais il y a la mutuelle. Donc, ou même si ça arrive à trouver un psychiatre qui est psychanalyste aussi, il y en a qui font les deux. Là, c'est pris en charge. Donc, si elle veut, toutes les semaines se plaindre, Marie m'a fait ci, Marie m'a fait ça, bah, là, je lui dirais, je lui ai dit, c'est pas moi pour aller voir un psy, peut-être que ça va vous aider. Mais encore une fois, si on veut une solution rapide, là où je dirais venir, si on est là pour se plaindre, pour déballer tout ce qu'on a à faire et tout, assez rapidement, je dirais, c'est quoi votre objectif? Il n'y a pas d'objectif, donc au bout d'un moment, ça va pas avancer. Oui, oui, madame Ayash. Les addictions à la cigarette ou aux drogues, c'est des processus qui peuvent durer longtemps dans leur vie antérieure. Quand on décide de passer sous hypnose, comment cette thérapie brève, elle peut jouer sur une addiction aussi longue? Aussi ancienne, très bien. Est-ce que votre question se pose aussi sur les traumatismes? Quelqu'un qui a un traumatisme depuis 20 ans? Oui. Aussi, d'accord. On peut reprendre la question. Alors je répète la question. La question c'est comment est-ce que, ça paraît bizarre, comment est-ce qu'en quelques séances, on peut traiter une problématique qui traîne depuis 20 ans, 30 ans, en quelques séances? Apparemment, le bon sens devrait dire que si on peut, si on le traîne depuis 20 ans, il faudrait au moins 20 ans, enfin ça pourrait être une croyance limitante, on pourrait avoir au moins 20 ans pour s'en sortir. Alors, déjà, il faut savoir qu'on a beaucoup de croyances limitantes dans notre tête, tous. Ces croyances limitantes, c'est des choses qu'on croit, qu'on prend pour des vérités absolues qui ne le sont pas. C'est pour ça que j'ai fait l'exemple de la main tout à l'heure. Donc je disais un exercice tout simple, on aurait pu, si on n'avait pas la bonne méthode, on aurait pu essayer pendant 10 ans de mettre la main plus loin. Enfin, ça nous aurait pris peut-être quelques mois en faisant des étirements pour pouvoir gagner en amplitude. Avec cette visualisation, ça a pris quelques secondes. Parce qu'en fait, des fois, il suffit d'avoir le bon outil. Ce que je dis, des fois, à des patients parce qu'il y a aussi des patients qui n'en revenaient pas après une séance, une dame qui était venue voir, qui avait eu un traumatisme avec sa mère, qui lui avait causé un traumatisme. En une séance, ça s'était parti. À la fin de la séance, elle avait acheté des fleurs à sa mère. Elle m'a dit à la fois d'après, comment c'est possible? J'avais ça depuis que j'étais jeune fille, elle avait 40 ans, elle a eu ça quand elle avait entre 11 et 15 ans. Et je lui ai dit combien de temps il a pris ce traumatisme-là pour s'installer? Combien de temps ça prend un traumatisme pour se mettre en place? Un traumatisme, combien de temps ça prend? Quelques secondes, ça prend rien. C'est immédiat. C'est que quelqu'un chez mes chemins, quelqu'un il voit un accident, quelque chose de traumatisant. Chez mes chemins, c'est tout de suite. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça n'a pas été traité pendant 20 ans. Ça n'a pas été traité pendant 20 ans. Mais c'est comme si quelqu'un il a une épine ici, il essaie avec ses doigts de l'enlever, ça part pas. Il faut une pince. En fait. Il faut une pince à épiner. Tes doigts ils sont trop gros pour enlever l'épine. Il faut avoir l'outil adapté. Donc si tu n'as pas essayé pendant 10 ans, tu dis ah oui, ça fait 10 ans que j'essaye de l'enlever cette épine-là. Le mec il arrive avec son épine, sa pince à épiner, hop, il enlève, c'est fini. Pareil pour les médicaments. Les médicaments, il y a des avant il y avait la peste, il y avait des maladies, il y avait des millions de personnes qui mouraient pendant des siècles, pas pendant un an, pas pendant des siècles. Et on arrive avec le médicament, c'est terminé. Quand avec un petit cachet comme ça, tout est terminé. Non, en fait on n'est pas obligé de souffrir longtemps pour guérir quelque chose. Non, indépendamment de ça, ce qui est vrai aussi, ce qui est un peu différent avec les addictions, c'est qu'il y a une habitude qui est là depuis longtemps. Maintenant, avec l'hypnose, on peut retravailler sur... Il y a une très grande élasticité dans le psychique de la personne, dans le cerveau de la personne. C'est qu'il arrive à mettre à jour les choses. Il y a des protocoles pour mettre à jour. Et après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus ou moins, qui arrivent plus ou moins facilement à changer. Ça dépend du caractère de chacun, ça dépend de sa prédisposition. On n'est pas tous égaux à l'hypnose, comme on n'est pas tous égaux à toutes sortes de thérapies. N'importe qui, la psychanalyse, ça va aller relativement vite. Ils vont prendre que 3 ans, ils vont prendre 15 ans, ils vont prendre 6 mois. Mais pour la même problématique, c'est-à-dire qu'on a aussi tous... Il faut savoir que le cerveau a une capacité beaucoup plus importante que ce que l'on croit à remettre à jour les choses, à changer complètement. Mais c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup, surtout pour les addictions, ça dépend beaucoup de la détermination de la personne. Ça c'est très important, ça aussi pour comprendre encore plus pour les addictions, que moi je suis là pour accompagner les gens, mais après ils ont leur choix. C'est leur choix qui est déterminant. Plusieurs fois ça m'est arrivé de faire arrêter des gens qui arrivaient pour l'hypnose comme ça. Ils me disent, on fait une séance, j'ai entendu, je fume, j'ai envie d'arrêter. Ils ont fait ça comme ça. Déjà ils sont déjà un petit peu quelque part mal partis, si on peut dire. Ils arrivent, ils se disent, bon, on sait jamais, on va essayer. Alors des fois, ce qui se passe en général dans ces cas-là, c'est que ça marche. Ils arrêtent de fumer pendant une semaine, ils disent, c'est incroyable. Après, il y a un copain qui m'a proposé, j'en ai pris une. C'est qu'en fait, leur détermination n'était pas suffisante. Ce qu'il faudrait d'abord, c'est se revoir plusieurs fois et travailler sur la détermination. Bien expliquer ça aux patients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de moins en moins, je prends ce genre de
profil, puisque je leur dis, en fait, j'en ai depuis le début, si vous voulez vraiment arrêter, il va falloir faire des efforts. C'est vrai que ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas tous les effets secondaires de la cigarette, vous n'aurez pas, ces maux de ventre, vous n'aurez pas cette nervosité, vous n'aurez pas tout ça. Ça peut être une envie de manger, tout ça, vous n'aurez pas les effets secondaires parce qu'on a travaillé au niveau inconscient. Ça va être plus facile pour vous d'arrêter. N'empêche qu'il y a quand même des efforts à fournir. Il y a aussi faire attention, ne pas. Quelqu'un qui avait une addiction de l'alcool, qui était alcoolique, donc c'était assez incroyable parce qu'il avait complètement arrêté. Avant, il était connu dans son milieu tout pour boire. Il avait complètement arrêté. Plusieurs mois après, il a rechuté. Mais il m'a dit, en fait, il m'a dit, Monsieur Douillet, j'ai fait n'importe quoi. C'est moi qui servais tous mes amis à boire dans les fêtes. Donc oui, effectivement, tu vas arrêter, tu t'arrêtes, mais tu sers tout le monde à boire pendant les fêtes. Il y a un minimum de bon sens à avoir aussi. Il y a un minimum. Après, on retravaille et tout, mais sans compter qu'il y avait aussi, dans ce cas particulier, il y avait aussi tout un contexte avec sa femme, avec ses enfants, avec tout ça, qui fait que en fait, si on veut vraiment, dans certains cas, ça reste plus compliqué parce qu'il y a un travail aussi avec tout l'environnement. Il y a tout l'environnement qui a une part dans le problème. Donc là, il faut quelque chose de plus systémique dans la thérapie. Et j'ai une deuxième question. Dans la durée, comment ça peut marcher? Parce que c'est une thérapie brève. Comment ça peut marcher dans la durée? Oui. Oui, la thérapie, elle est brève. Les effets de la thérapie sont constants. C'est-à-dire que par exemple la phobie, la petite fille, elle n'est pas revenue 3 semaines après, l'année prochaine, elle n'est pas venue pour le nouveau camp de vacances, quoi. Une fois que c'est réglé, c'est terminé. Il peut s'arrêter de fumer en 5 séances. On peut s'arrêter, ouais, il y en a plein qui s'arrêtent de fumer en 5 séances, mais encore une fois, ça dépend de la détermination. Même s'ils ne parlent pas français. Ah, s'ils ne parlent pas français, c'est une bonne question s'ils ne parlent pas français. Est-ce qu'ils comprennent le français? S'ils comprennent le français. S'ils comprennent le français, c'est faisable. Ça va être beaucoup plus compliqué pour le thérapeute, mais c'est faisable dans la mesure où on a besoin de faire de la PNL pour ça, de faire d'autres thérapies brèves, où sans forcément qu'il arrive à nous répondre clairement, on va réussir à l'accompagner. C'est-à-dire qu'on va partir du principe, ça va limiter forcément les possibilités du thérapeute quand l'autre ne parle pas la langue mais il la comprend. S'il la comprend pas, on ne peut rien faire. S'il comprend, il parle, on ne peut rien faire. Mais s'il la comprend, on peut quand même l'accompagner. C'est plus compliqué, mais on peut le faire en lui disant des choses assez... on faut vraiment avoir des schémas forts de PNL qu'on utilise pendant l'hypnose. C'est-à-dire on va lui dire par exemple, c'est quoi ton problème? On va l'appeler cigarette le problème. Tu as besoin de quoi comme ressource? Tu as besoin de ressources A pour arriver à là-bas. Donc maintenant en hypnose, tu prends ces ressources A, mais on ne va pas lui faire toute une description avec un paysage, avec tout ça. On va aller beaucoup moins on va utiliser beaucoup moins de vocabulaire, donc on va être plus limité, mais ça peut se faire aussi. Ça c'est déjà fait d'ailleurs, on a un des formateurs qui nous avait raconté qu'il avait eu un patient qui comprenait le français mais qui parlait que l'arabe, il ne parlait pas du tout arabe, il parlait le croate mais pas l'arabe. Et il nous a dit qu'il avait accompagné cette personne-là, que cette personne a dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien accompagnée par quelqu'un, par un thérapeute, alors qu'il ne parlait pas sa langue. C'est-à-dire que si on arrive, mais ça c'est un travail plus c'est dans les formations qu'on apprend ça, c'est pour former les gens, ça s'appelle le lien thérapeutique, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on a dit avec l'hypnose ce n'est qu'un outil. L'outil après dans la main du thérapeute, c'est-à-dire qu'on doit avoir un très bel outil, si on ne sait pas s'en servir, ben, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment après ça dépend du thérapeute, il y a quelque chose de beaucoup plus important dans la thérapie, c'est le rapport thérapeutique, qui fait que si la personne a confiance, qu'elle se laisse aller, eh ben, ça va être beaucoup plus facile que si la personne ne se sent pas en confiance ou pas comprise. Des fois, j'ai eu des femmes, une jeune fille arabe, musulmane qui est venue me voir pour un problème de vaginisme. Elle est venue me voir moi, et suite à un traumatisme qu'elle a eu avec des hommes. Je lui dis pourquoi vous êtes venu me voir moi? Elle me dit oui, vous avez l'air gentil sur les photos. Je dis ok, très bien. Et puis finalement en quelques séances c'était fini. Elle a vu un sexologue avant, ça n'avait pas marché, là, ça n'avait pas marché. Quelques séances c'était terminé, en 4-5 séances c'était terminé, c'était réglé. Parce qu'elle s'est sentie en confiance. D'accord? Mais donc c'est pour ça que c'est important. Mais ça c'est vraiment si on veut former des gens, mais c'est vraiment de faire ce qu'on appelle en PNL, en hypnose, carte blanche. C'est-à-dire qu'on arrive, moi j'ai aucun présupposé dans ma tête sur comment ça doit être. Si la personne me dit je suis mieux en divorçant parce que je suis mieux comme ça, je l'accompagne. Pourquoi? Je lui ai demandé pourquoi. Et finalement c'est elle qui prendra sa décision. Il y a une autre femme, je ne sais pas pourquoi, musulmane encore, qui était venue me voir, pas musulmane, algérienne, mais qui voulait se convertir au christianisme, qui était venue me voir parce que pour un problème de vaginisme elle aussi. Et elle était venue, alors je sais pas, encore une fois, je ne sais pas pourquoi elle est venue voir moi, hein, je ne sais pas pourquoi. Et elle était venue, et... Ah, je fais une tête. Hein? Millions sur le photo. Ouais, je suis mignon sur le photo, ouais. Voilà, faut sourire, voilà. En tout cas, elle était venue et elle m'a raconté après plein de choses très personnelles, vous vous en douterez. Et au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que si elle n'arrivait pas à avoir de relation avec les hommes, donc que si elle avait une relation avec les hommes, c'était trahir ses parents, qui habitaient encore en Algérie, qui vivaient encore à l'ancienne, pas de relation avant le mariage, tout ça. La mentalité algérienne à l'ancienne. C'est-à-dire qu'elle m'a dit aujourd'hui c'est plus du tout comme ça, les jeunes en Algérie, c'est terminé tout ça. Mais les parents, en tout cas, eux, ils étaient encore comme ça. Si elle habitait en France, elle s'est pas rentrée en Algérie, mais si elle allait avoir
une relation avec un homme, c'est trahir ses parents quelque part. Je dis ok, maintenant qu'est-ce que tu... Est-ce que vous voyez marier avec un Algérien? Elle m'a dit non, je peux pas, je supporte pas les Algériens, moi j'ai envie de marier. Tous mes amis c'était des Allemands, des Suisses, des Anglais, elle était en français, elle m'a dit je ne vois pas, j'ai même envie de me convertir au christianisme. Je dis ok, mais alors vous avez un choix maintenant. Non, vous avez un choix, qu'est-ce que vous choisissez? Vous êtes fidèle à vos parents, entre guillemets, alors que vous ne voulez même pas être musulmane, vous voulez juste garder cette tradition-là, ou bien faire votre vie. Donc elle était venue dans le but de traiter le vaginisme. Donc moi je me suis dit, quand je lui pose la question, elle va me dire bon bah c'est bon, je lâche mes parents et je fais ma vie. Et en fait non, pas du tout. Au bout d'un moment elle m'a dit non, finalement j'ai envie d'être fidèle à mes parents, je sens que c'est plus important pour moi. Je dis vous allez, alors sachez que vous n'allez jamais, donc vous n'allez pas avoir de relation, ce sera qu'avec, vous allez vous marier avec un musulman. Elle m'a dit oui mais tant pis. Je dis ok, je vais pas lui dire non mais c'est dommage pour toi, je peux dire ça. J'ai pas imposé ma carte du monde. On a pu faire ce travail-là parce qu'elle savait que depuis le début, quoi qu'elle me dise, j'allais pas lui imposer ma vision des choses. Donc c'est très important d'avoir carte blanche. Sa carte blanche, c'est de rester neutre quand on accueille un patient, quelle que soit la problématique. Bon, après, il y a des fois des cas où je ne prendrai pas. Il y a des cas où je ne prendrai pas, mais clairement, dans ce cas-là, depuis le début, je ne prendrai pas. Donc, je pourrais vous dire le cas après, hors caméra, mais il y a des cas où je ne prendrai pas. Clairement, mais je dirais depuis le début. Ça, je ne peux pas traiter. Il y a eu pas longtemps un cas très intéressant que je n'ai pas pu prendre, qui était très intéressant. C'est dommage, mais je ne pouvais pas le prendre. Pratiquement, ça ne passait pas, donc je ne l'ai pas pris. Je suis prêt, je vais rentrer ça en dehors des pays. Oui. Sinon, pendant la séance, on est endormi, on est semi-réveillé. Semi-réveillé. En séance, en fait, on s'est voilà, pendant la séance, on allait sur 1 heure, ça fait. Ça dure, oui, c'est les bons thérapeutes en général, ça dure 1 heure. Moi, je prends 1 heure, on est pris 3/4 d'heure, un peu plus. Moi, je prends 1 heure. Comment ça se passe? La personne, elle est dans un état de relaxation profonde. Les yeux fermés ou... Les yeux fermés. D'accord. Les yeux fermés. Bien que pour l'hypnose, il n'y a pas besoin d'avoir les yeux fermés forcément. On peut faire de l'hypnose yeux ouverts. Mais c'est plus facile en cabinet d'avoir les yeux fermés pour se laisser aller. Et donc, en même temps que vous êtes conscient, c'est un peu comme quand on vient de se réveiller le matin. On répond aux gens, mais on est encore un petit peu dans l'image. Cet état-là, vous répondez à tout. Souvent, les gens, la plupart des cas, les gens se rappellent aussi de la séance. Mais il y a des choses bien plus profondes qui ont pu émerger. Donc des fois, ils me disent, ah, c'est ça la séance, ça y est, c'est fini. Des gens qui avaient peur d'entrer des fois en hypnose, ils me disent, ah, ça y est, c'est fini, là, j'étais en hypnose. Je dis, oui, c'est bon, ça s'est fait. Il y a des signes aussi, on repère aussi, il y a des signes de transe. Les changements de couleur d'œil pour un petit peu, les yeux qui bougent, certaines choses qui font que les doigts qui bougent des fois comme ça, qui nous permettent de remarquer que la personne est en transe. C'est des signes qui... Mais de toute façon, on ne se voit pas. Vous ne voyez pas, vos yeux qui bougent. On est d'accord. C'est ça, mais voilà, c'est un état où vous restez conscient, mais tout en laissant aller les choses. C'est un des états de transe, en fait. Il y a plein d'états de transe. C'est l'état d'une transe ericksonienne classique, tout ce qui se fait en cabinet. Puis avoir des niveaux de transe bien plus importants. Pour la petite fille, en l'occurrence de l'araignée, elle est allée toute seule, sans que je fasse quoi que ce soit, elle est allée dans un niveau de transe beaucoup plus profond. Donc il y a un moment, dans le niveau de transe plus profond, où on peut créer des hallucinations. C'est qu'on peut faire croire à la personne, lui faire, comme il y a en spectacle, lui faire croire qu'il y a telle et telle chose. Donc j'en ai profité pour lui faire croire qu'il y a une araignée qui a sur sa main. C'était la phobie des araignées. Une fois que c'était traité, pour au début, bien sûr. Sinon, elle tombait dans les grandes. Donc j'ai fait une araignée, c'était très intéressant parce que il y a 3 araignées, elles sont de quelle couleur? Une elle est marron, l'autre elle est noire, l'autre elle est grise. Elle les voyait, elle les décrivait, elle les caressait même. Ah, elles sont mignonnes, elles sont gentilles. Elle avait une phobie des araignées. Et après, une fois qu'elle est revenue, donc une fois qu'elle voit ça, je sais que c'est bon. Je sais qu'elle peut aller dans son coin de vacances tranquillement. Mais c'est rare quand même d'arriver à ce niveau-là en cabinet. On fait ça dans d'autres formations, j'ai fait ça. En cabinet, on fera rarement ça. C'était pas prévu, elle est rentrée comme ça, j'en ai profité pour ramener des araignées sur sa main. Quel est l'espacement entre les séances? Hein? L'espacement entre les séances. L'espacement entre les séances, c'est variable. L'espacement entre les séances, c'est variable. En général, 1 semaine suffit. En général. Par contre, des fois, quand il y a des gros changements qui se passent, j'écarte plus longtemps. J'attends que la personne se sente vraiment bien. Par exemple, là, récemment, j'ai eu un homme qui était venu, sur lequel on a travaillé, et c'était des changements extrêmement profonds qu'il avait sur lui-même, sur toute sa perception de soi, toute son estime de soi, sa vision du monde qui a changé, et donc avec mêlé à des traumatismes. Et donc la personne, une fois qu'on a fait une séance, il y a plusieurs séances. Première séance, il était en larmes. Deuxième séance, il était bien pendant la séance. Quand il en est sorti, il était le lendemain, le soir même ou le lendemain, il se sentait pas bien, il avait mal à la tête, tout ça. Et donc là, il faut se passer. Je lui ai dit, attendez 1 semaine ou 2, tant que tout ça soit digéré par votre corps, par votre cerveau, que ça soit digéré, que l'émotion et que toutes ces informations-là soient digérées. Une fois que vous allez mieux, on reprend rendez-vous. En général, il n'y a pas besoin de tellement de temps. Lui, il n'y a pas besoin de 2 semaines, mais lui, il avait besoin de ça. Donc c'est au cas par cas. Souvent, c'est d'une semaine à l'autre, c'est suffisant. Souvent. Des fois, je laisse 2 semaines. Rarement plus que 2 semaines. Personnellement. Et quand on est étendu sur un divan Non, on n'est pas étendu. On est assis sur un canapé, sur une chaise, un canapé, un truc confortable pour que la personne se laisse aller.
ça se passe comme ça, bien que, encore une fois, ça m'est déjà arrivé de faire l'hypnose quand la personne est debout, ça m'est déjà arrivé de faire quand elle est allongée. En fait, il n'y a pas de position idéale pour l'hypnose, mais ce qui se fait en général, c'est que la personne est assise sur un fauteuil, tout simplement. C'est plus facile aussi pour voir la personne, on arrive à voir ce qui se passe, parce qu'il y a aussi pas mal de choses qu'on fait pendant la séance. C'est la position la plus simple pour nous. J'ai une question. Est-ce que le fait d'être orthodoxe, ça change quelque chose à votre pratique, dans le lien thérapeutique que vous menez en particulier? Et est-ce que vous avez plus accès à un public orthodoxe qui est peut-être... on sait que dans certaines communautés, il y a certaines problématiques qui sont un peu mises sous le tapis. Alors oui, très bonne question. Alors d'abord, j'ai de tout. J'ai goïm comme juif, religieux, pas religieux, j'ai de tout. Mais c'est vrai qu'il y a des cas qui n'arrivent qu'à moi, de par la force des choses. C'est-à-dire, comme j'ai fait de la yeshiva avant, je suis religieux et en même temps je fais de l'hypnose. Donc tous les problèmes d'attouchement chez les garçons religieux, enfin tous, en tout cas beaucoup, que ce soit dans les yeshivot ou ailleurs, je suis en contact avec Elie Lemel, qui est à la maison de la famille, toute l'association qui est là pour tout ce qui est attouchement, tout ce qui est problème familiaux. Donc il m'en envoie plusieurs. Donc oui, j'ai eu des cas, de religieux qui sont venus. Par rapport à ça, voilà. Par rapport à ça, c'est surtout ça qui va faire qu'en tant que religieux, j'ai une particularité. Parce qu'après, quelqu'un, pour les autres problématiques comme phobie, tout ça, non, j'ai eu des religieux comme des non-juifs, comme des pas religieux, j'ai eu de tout. Je ne pense pas qu'ils soient venus chez moi parce que j'étais religieux. Ceux qui sont venus parce que j'étais religieux, c'est qu'ils avaient des problématiques qui étaient aussi en rapport avec la religion. Donc des Bachoye Yeshiva. Des fois, j'ai eu une fille de séminaire aussi, qui avait aussi certains traumatismes. Bon, elle est venue, elle a aussi, mais elle a été recommandée, il me semble. Sinon, voilà, sinon il y a de tout. Est-ce que vous conseillez davantage à une femme d'aller voir une thérapeute plutôt qu'un thérapeute? Est-ce que c'est conseillé pour une femme? Ça dépend d'elle. Parce que je vous dis, avec moi, il y avait des femmes qui étaient plus à l'aise qu'avec des thérapeutes femmes. Donc ça dépend. S'il y a une fille religieuse qui sent qu'elle ne sera pas à l'aise avec un homme, de parler de sujets intimes, ben oui, qu'elle aille voir une femme, effectivement. En fait, c'est une question de manière générale, en fait. Des fois, il y a des patients qui ne sont peut-être pas faits pour venir me voir. Parce que le type, il est PDG, il a 65 ans, il croit que s'il ne voit pas quelqu'un en face de lui qui a un ventre comme ça et un diplôme comme ça, ben, ça ne va rien servir. Donc pour lui, effectivement, s'il vient me voir, ça ne va pas marcher parce que déjà, il ne fait pas confiance au thérapeute. Donc le lien thérapeutique n'est pas là, il est essentiel. Donc effectivement, il y a besoin qu'il y ait une confiance mutuelle et un lien mutuel entre le thérapeute, un lien thérapeutique entre le thérapeute et le patient. Donc en fait, cette réponse-là, est-ce que c'est pour une fille? Ça dépend de la fille. Si elle se dit, moi je m'en fous, je suis aussi à l'aise. J'étais très étonné, une fille de séminaire qui était venue me voir, elle m'a dit des choses que j'aurais jamais osé moi en tant que Bachoye Yeshiva dire à une thérapeute si elle avait eu son âge. Aujourd'hui, ça ne me dérange plus, mais à son âge, je ne l'aurais jamais fait. Et elle, ça ne la dérangeait pas, donc ça a très bien marché. En quelques séances, c'était terminé, après elle s'est mariée, tout ça. C'est vraiment, ça l'a débloqué. Après, s'il y a des filles qui ne sont pas à l'aise, effectivement, il ne faut pas qu'elles viennent. Parce que là, il vaudrait mieux qu'elles voient une femme. Ça dépend, c'est à elle, c'est à elle de voir ça. Oui. Une question, est-ce que tout le monde peut enseigner l'hypnose? Peut enseigner? Y a-t-il là? Enseigner. On peut pratiquer l'hypnose. Pratiquer ou enseigner? En tant que thérapeute. En tant que thérapeute. Est-ce que tout le monde... l'hypnose. Ah, est-ce que tout le monde peut pratiquer? Peut pratiquer, pardon. Alors, pratiquer l'hypnose comme ça, oui. Faire ce qu'on appelle une induction. Emmener quelqu'un dans un état hypnotique, tout le monde peut le faire, ça s'apprend. Il y a des centres de formation qui le font. Je me suis formé là-bas dans des centres de formation. Donc tout le monde peut l'apprendre. D'ailleurs, tout le monde le faisait, tout le monde réussissait. Il y en a qui ne réussissent pas, mais c'est pas parce que l'hypnose est inaccessible, c'est parce que comme dans toutes les matières, toutes les disciplines, il y a des gens il y a toujours quelques personnes qui ne réussissent pas. C'est une question de statistiques. Donc c'est accessible à tous, oui. Maintenant, il y a une différence entre l'hypnose et l'hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique aussi, normalement, c'est accessible à tous. Par contre, c'est comme la même question pour un psychanalyste, que tout le monde peut être psychanalyste. Théoriquement, oui, mais si la personne elle est tordue elle-même déjà, ben, elle va vous faire des catastrophes en psychanalyse, et il y en a beaucoup. Si la personne elle est tordue en hypnose, elle a peur, elle va vous faire une catastrophe aussi. Donc après, ça dépend du caractère de la personne. Donc il faut vraiment voir le parcours du thérapeute, ses recommandations, ses commentaires. Beaucoup de gens viennent grâce aux commentaires sur Google. Ça joue beaucoup. Est-ce qu'ils ont raison? C'est-à-dire que je n'entrerai pas chez n'importe qui. Quelqu'un que je ne connais pas, je ferai attention avant de voir. Je regarde son site internet, je vais à quoi il ressemble, c'est qui le recommande, quelle expérience il a. Donc voilà, donc ça dépend de ça. Ça dépend plus du caractère de la personne, comme tous les métiers. Mais je dirais encore plus dans les métiers qui touchent au psychique où il y a besoin d'une certaine finesse. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des gens qui sont venus me voir après avoir consulté d'autres hypnothérapeutes, et non seulement, soit ça n'avait pas aidé, soit ça avait même empiré.
Alors pour empirer, il faut être fort, franchement, il faut être fort pour empirer une situation. C'est-à-dire qu'ils ont dû l'emmener en hypnose dans un état où elle ne se sentait pas très bien et la laisser là-bas, quoi. Au lieu de la guérir, ils l'ont laissée là-bas. Donc ils ont réveillé juste un mal-être. Ils ont réveillé un mal-être et ils l'ont laissé comme ça. Donc bon, normalement, on rentre au cabinet, la base, hein, que ce soit en coaching, que ce soit en thérapie, la base, tu rentres au cabinet, c'est toi c'est le thérapeute qui dirige. Tu n'as pas à avoir peur du problème du patient. Si tu as peur du problème du patient, il faut changer de métier, clairement. D'accord ? C'est des choses qui arrivent. Hein. Il y a aussi, je ne sais pas parler de ça, une hypnose spirituelle. On appelle hypnose spirituelle où on part dans des régressions, dans des vies antérieures, toutes sortes de choses complètement différentes. C'est une autre sorte d'hypnose, là, très très différente de ce dont on a parlé. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a eu, bon, j'avais appris ça à l'époque dans les formations, j'en fais pas tellement, mais voilà, on s'en était fait. Et j'ai un ami à moi qui est aussi, donc, qui est un thérapeute, qui m'avait raconté qu'il avait reçu en séance une personne qui était traumatisée à cause d'une séance d'hypnose. Pourquoi? Elle avait fait une régression dans une vie antérieure, et dans une vie antérieure, il s'était vu en train d'allonger ligoté sur une sorte d'autel par des tribus indiennes ou incas, je ne sais pas, qui voulaient sacrifier à leur divinité. Donc le type, quand il était en train de vivre ça, parce qu'on le vit réellement, donc il était en plein traumatisme, il était en train de décrire tout ça, le thérapeute il a eu peur, il a dit allez on arrête, on remonte. Et c'était pas le moment, c'était pas la manière de faire, c'était pas le bon moment, donc le type est resté avec cette peur-là, il a dû lui revenir là-bas et rattraper le coup, rattraper tout ça. Donc fais attention, moi, ça m'est arrivé aussi, je me rappelle, de faire de l'hypnose régressive, donc dans une vie antérieure pendant les formations à une jeune fille. Elle se voyait au Cambodge en train d'assister à un massacre devant elle. Elle commence à me dire, là je commence à avoir peur. Donc si tu es thérapeute à côté, tu dis bon, tu as peur. Et tu vois que, alors ça, il ne faut pas paniquer, mais tu vois que la personne elle commence à avoir des sueurs froides, des choses comme ça. Donc si tu commences toi-même à avoir des sueurs froides alors que tu es là pour la diriger, ça va rien se passer. Donc là, tu es obligé, en fait, il faut se rentrer dans la tête, et quand on a ça en tête, c'est bon, tu es obligé de maîtriser la séance. Tu peux la séance, elle peut après ne pas aboutir. C'est possible que quand on fasse ce travail d'hypnotique, finalement la personne elle reste avec son problème. Mais ça ne peut pas arriver que tu es bloqué. Toi, tu n'es jamais bloqué. C'est un truc que tu dois avoir en tête. En tant que thérapeute, tu ne peux pas être bloqué. C'est-à-dire que tu peux. Donc dans ce cas-là, tu es obligé de trouver une solution. Tu ne peux pas la laisser comme ça. Donc là, on a trouvé quelque chose. Voilà, il y a une bulle de protection qui est autour de toi, quelque chose qui est là, et tu es obligé d'être créatif. Tu ne peux pas non plus te cantonner à un texte ou à un truc. Tu es obligé là d'avoir du bon sens. Et donc là, on dit j'ai plus dire maintenant qu'il y a une bulle protectrice autour de toi, il y a des ressources qui arrivent, comment tu te sens jusqu'à ce qu'elle se sente apaisée. Une fois qu'elle était apaisée, c'était une fille dans sa vie antérieure, c'était un petit garçon, jusqu'à ce que ce garçon soit apaisé, il a pu après rentrer là où il devait aller, ouvrir quelque chose, faire ce qu'il avait à faire dans sa vie antérieure, elle a pu revenir après. Okay, donc là, mais ça dépend, comme tout le métier, ça dépend du thérapeute.